Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Cercle et cette fois-ci en version live. On est ici à Wavre, dans ce magnifique stade, franchement de très belles installations. Merci à la Fédé de pouvoir nous permettre d'avoir ce petit espace ici pour débriefer juste après le match de Pro League entre la Belgique et l'Espagne. On a eu un match qui a eu du mal à démarrer, évidemment la chaleur n'aidait pas, mais juste après cela, on a eu beaucoup de goals qu'on va analyser ici avec évidemment notre bande de chroniqueurs et de chroniqueuses géniales. On a déjà fait les présentations de certaines personnes, vous connaissez le COS, vous connaissez le PDM, mais aujourd'hui on a une nouvelle invitée qui fait partie évidemment de la famille du Cercle, c'est Lucie Braine. Bonjour Lucie, bienvenue dans le Cercle. J'ai hâte de participer, ça va être marrant. Évidemment, on aura besoin de ton point de vue, évidemment, aiguisé, expertise, évidemment, des Panthers. Et pour avoir une autre expertise, on avait besoin d'un arbitre aujourd'hui. Et Nelson Reinhardt est là avec nous. Bonjour Nelson et bienvenue dans le Cercle. Bonjour tout le monde, merci pour l'accueil. J'ai aussi hâte de commencer ce petit débat et ce petit Oui, j'avais envie de dire, on a eu énormément de débats à faire aujourd'hui, mais PDM, je pense qu'il y avait un truc qui t'avait marqué aujourd'hui, un truc vraiment flash, quoi. Oui, le vrai débat, et j'aimerais bien qu'on réponde dans les commentaires et on fera un sondage, c'est la chemise du COS. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça, c'est la vraie question pour démarrer ce podcast. Voilà, parce que moi j'y crois dans nos Panthers, donc j'ai voulu faire une petite touche, féline pour elle, parce que malgré la défaite d'hier au shootout, encore une fois, moi j'y crois encore pour cette Coupe du Monde et pour qu'elles aillent en tout cas. C'était malheureusement pas au shootout hier. C'est quoi? C'était pas au shootout hier. Ouais, mais c'est parce qu'on en a eu pendant la semaine. Ouais, c'est vrai. Durant le bloc, c'est pour ça que Heureusement que je suis là. On va compter évidemment sur Lucie pour nous donner toutes des petites indications évidemment. Voilà, évidemment on est reparti, voilà, j'étais obligé de le faire au début comme ça. Vous étiez, c'est parti, est-ce que c'est une rediff du premier épisode? Non, évidemment, on l'a changé. Mais on va d'abord parler des Red Lions. C'est le match qui vient de se terminer. 3-2, victoire dans les dernières minutes. Est-ce qu'on a eu une Belgique solide aujourd'hui? On sait qu'on n'a pas été aidé par la température. Lucie, ton avis sur la performance des Lions aujourd'hui? Non, c'est vrai qu'ils étaient un peu plus mous que par exemple le match qu'ils ont fait ici jeudi, il me semble, où il y avait énormément de buts, où c'était vraiment très chouette à regarder avec beaucoup de dynamisme. Et en effet, jouer sous 30 degrés aujourd'hui, ça a peut-être ramolli. On approche aussi de la sélection, je pense que ça joue un peu dans la tête des joueurs. Donc voilà, mais une victoire et je pense que c'est ça qu'on retient. Une opposition un petit peu aussi différente que le Pakistan, plus faible que l'Espagne sur papier, qui sera une équipe qu'on attendra probablement pour le deuxième tour de la Coupe du Monde, le deuxième partie de tournoi. Ouais, tu les as trouvés comment, PDM, ces Espagnols? Déjà, l'Espagne, c'est notre bête noire là, depuis deux tournois, depuis l'Euro et les JO. Donc voilà. Je les ai trouvés un peu désorganisés. Enfin, voilà, je disais avec parce que la chaleur, ça avait l'air quand même... c'est un peu plus calme comme match, un petit peu plus mou. Donc je les ai pas trouvés exceptionnels, mais par contre, ils ont eu le mérite à mener 2-0, de revenir à 2-2 et perdre sur la fin. Et à l'inverse, justement, nos Belges, bravo aussi à eux, à 2-2, de ne pas avoir lâché le morceau et quand même d'aller chercher ces 3 points qui peut faire en sorte que le plus rapidement possible, ils remportent cette Pro League, quoi. Et donc le ticket pour les JO. Tanguy, t'en as pensé quoi, toi? Moi, je suis d'accord avec Lulu sur le point sélection. J'ai vraiment senti, en tout cas en regardant le match, qu'il y avait certains joueurs qui jouaient un peu leur futur, en tout cas de cet été, à leur présence ou pas à la Coupe du Monde. Et on voit que ça impacte quand même pas mal, je trouve, le mental de l'équipe dans ce genre de situation. Je l'ai vu aussi un peu chez les Red Panthers cette semaine quand j'ai regardé le match. Même si leur sélection, on en parlera plus tard dans l'émission, elle sera plus tardive que celle des Lions, puisque celle des Lions, elle sera officielle apparemment demain. Donc on verra tout ça, mais c'est vrai que c'était un match avec peu de rythme, peu d'enjeux. J'avais l'impression que l'Espagne était un peu content d'être battue. Et puis on a vu des Red Lions, je trouve, un peu poussifs, bien, mais c'était pas non plus incroyable, quoi. Mais la première mi-temps s'est un petit peu ennuyée. D'ailleurs, on a tous fait la remarque, Nelson, qu'on s'est regardé, on s'est dit bon, on espère que la deuxième ce sera un peu plus accéléré, quoi. Un peu comme mardi, je pense. On a aussi eu un match en 2 temps mardi avec 0-0 à la mi-temps mardi contre l'Espagne. Aujourd'hui, il y a quand même 5 goals en deuxième mi-temps. C'est quand même une mi-temps assez prolifique, mais c'est clair que la première mi-temps était un peu poussive. Et j'ai envie de dire des goals classiques Red Lions, Bone sur PC, Hendrik sur PC et puis un goal de plein jeu Thibaut Stockbrooks. On a évidemment ce débat qui est arrivé, la sélection qui va bientôt arriver. Est-ce qu'on a déjà eu des certitudes en voyant ce match aujourd'hui ou il y a encore beaucoup d'incertitudes justement? Je pense que 95% de l'équipe est faite. Après, je pense que
le coach Shane McLeod va devoir trancher sur les profils qu'il a envie de voir à la Coupe du Monde. Et voilà, comme on en a déjà parlé précédemment, en tout cas, que ce soit de Nelson Onana, de Thomas Krolls, il y a même Duvcott aussi qui fait partie des joueurs qui peuvent encore manquer cette Coupe du Monde et en tout cas ne pas être sélectionnés. Et puis je pense qu'au milieu, ça va plus se jouer, on l'a déjà dit, entre Tobias Bickens et Jack Vloebergs. Et puis derrière, il y avait ce dilemme entre Labouchere et Balthazar. Donc voilà, je crois que ça s'est un peu éclairci. Je ne sais pas si tout le monde a donné son avis sur la sélection, mais moi j'ai un peu une petite question entre Labouchere et moi je trouve que ça dépend aussi un peu les profils et il faut voir si Labouchere et Hendrix se superposent pas un peu trop. Que Balthazar a quand même un autre profil de jeu, donc c'est un peu à voir parce que les deux ont entre Labouchere et Hendrix, les deux ont quand même un bon slip, ont un peu le même style de jeu. Donc, Et puis Balthazar est plus hybride aussi. Balthazar il peut jouer derrière, il peut aussi aller jouer dans le milieu. Donc, ouais, mais même si je pense qu'en équipe nationale, on va voir peu de fois Balthazar aujourd'hui au milieu. Je crois que ce sera plus priorité sur la défense. Non, mais si tu hésites en deux joueurs comme Balthazar et Labouchere justement, est-ce que tu dis pas ok, je prends le mec qui peut peut-être un peu jouer qui est plus hybride, oui voilà, c'est ça que je voulais dire. Ouais, clairement. Parce que le slip de Labouchere, il slip très bien, mais quoi qu'il arrive la hiérarchie c'est Hendrix Boone. Ouais. Donc tu réponds un peu aux questions de Shane, je pense, mais pour être Shane. Voilà, on verra bien un jour, on sait jamais. Mais non, mais c'est clair, je suis d'accord. Après, c'est vrai qu'on a vu, je trouve que Hugo Labouchere a pas hyper bien joué aujourd'hui aussi. Tu vois que c'était un peu poussif. Tu ressens un peu cette lourdeur de la sélection qui va tomber. Lucie et moi, on en connaît un rayon là-dessus. Mais je voulais savoir justement ça. Je prends 2 secondes la place de Mathia et je me permets de poser une question. Mais non, mais c'est une question que j'ai posée à Cause et aussi à Lucie parce que nous, on n'a pas trop ce ressenti-là. Quand comme ça, justement, on sait quand il y a une sélection en jeu, quand tu es sur le terrain, tu penses à chaque touche de balle. Quand tu prends la balle, tu dis putain, ça peut-être que ça va faire en sorte que le coach va le voir, ils vont peut-être se poser des questions. En fait, tu penses souvent. Tu penses beaucoup avant le match parce que voilà, tu sais que c'est un peu tout ou rien et donc t'essayes fatalement de pas faire tout ou rien, de plus montrer un peu ce que tu sais faire du mieux possible. Mais voilà, après t'as toujours un peu les émotions qui tombent. Et puis à certains moments, quand tu rates des choses, fatalement ça trotte un peu dans ta tête. Pourquoi j'ai manqué ce contrôle ou ce truc-là alors que je sais que d'habitude je le réussis, mais voilà, c'est clair que ça travaille un peu dans la tête. Et voilà, le but c'est de sortir un peu ça de sa tête et essayer de se donner à fond. Mais voilà, après je sais que moi je fonctionne peut-être probablement différemment des autres, mais parce que voilà, chacun a sa personnalité, mais c'est vrai que moi je fonctionnais un peu comme ça. Ouais, moi c'est un peu plus différent. J'ai toujours été un peu borderline niveau sélection et fatalement chaque match pèse sur ton moral. Tu réfléchis à toutes tes actions, toutes tes prises de décision parce que tu sais que le coach va analyser ça en plus à la vidéo et pas qu'en live. Donc c'est ça qui pèse aussi et c'est pour ça aussi le principe à la Coupe du Monde des 20 joueurs où il y a les changements qui sont un peu plus fréquents sous blessure, pseudo-blessure. Je pense que ça va peser beaucoup sur le moral des joueurs, joueuses et à voir comment ils vont manager ça. S'ils le jouent à 100% et qu'on change que quand on a une blessure, oui, mais s'ils le jouent à plus au toucher de balle, faut voir un peu quoi. On n'avait pas eu ton avis d'ailleurs là-dessus, Lucie, lors du premier épisode. Est-ce que tu es pour une sélection à 18 ou plutôt à 20 joueurs ? Personnellement, moi je suis plus pour une sélection à 18 parce qu'on a eu le cas au jeu où il y avait aussi ces changements fréquents qui pouvaient être faits. Et, en fait, ouais, je trouve. Ou t'as été réserviste ? J'ai été réserviste, c'était horrible. Mais c'est vrai que chaque jour, t'espères, chaque jour, tu te dis moi j'ai eu la chance de jouer le deuxième match contre la France, je pense. Et je me dis, ok, c'est bon, je rentre dans mon tournoi, je peux continuer. Eh ben non, le lendemain, on te reprend le jouet qu'on t'a donné la veille, donc c'est très difficile à gérer, surtout en tant que réserviste. Et surtout, t'as pas envie d'être pesante pour le groupe non plus et que ça embête un peu les autres joueuses aussi, parce que c'est aussi t'essayes de te faire un peu tout petite et ouais, de c'est pas ça. peser, Voir, attention, tu vas te faire. Ouais, voilà, c'est bien, les aléas du direct. C'est pas solide. C'est ça qui est beau, c'est ça le direct. Non, mais donc du coup, oui, c'est un peu à voir. Je pense pas qu'il faut le prendre où ça pèse sur le moral ou quoi que ce soit, mais juste peut-être plus sur le jeu en tant que tel, quoi. Ouais, donc sur chaque contrôle de balle, parfois tu peux y penser, quoi. C'est ça que je trouve ça assez dur. Et c'est sûrement pour ça que tu disais que Labouchere avait l'air stressé, mais voilà. Mais pour revenir, si tu es dans les 18, justement, tu as l'effet inverse, tu te dis waouh, je suis dedans et c'est parfait, juste je joue libéré et ça peut faire exploser un joueur pendant le tournoi, donc ça c'est génial, positivement. On a d'ailleurs la chance, on est en plein direct, d'avoir des grands joueurs espagnols, los chicos.
Alex Alonso du Léo, que vous connaissez évidemment, qui a bien su Salut, sur le Alex. terrain. Salut, ça va? Alors Alex, comment vous avez senti le match? Est-ce qu'il fait pas un peu trop chaud? Oui, trop chaud. Oui, c'est difficile de jouer avec ces deux tombes. Mais bon, aussi, je pense que c'est une bonne préparation pour la Coupe du Monde et une autre. Donc, voilà, ça va. Comment vous avez senti le terrain? Il est agréable? Oui, vraiment. On sait que c'est nous le terrain, mais je pense que la balle va trop vite. Et donc, je pense que c'est bon pour jouer la Coupe du Monde. Et avantage pour vous si la balle va vite ou pas? Bah, ça va. Je pense que peut-être un peu avantage parce que on aime beaucoup de joueurs à la balle. Donc, c'est possible que c'est un avantage pour l'Espagne, oui. C'était une première mi-temps très serrée, il n'y avait pas eu beaucoup d'occasions. Puis après, la Belgique marque ses 2 premiers goals. Vous revenez très bien dans le match. Comment vous avez senti au moment où la Belgique marque 2-0? Vous dites, bon là, il faut y aller, ou vous avez eu peur de dire, on peut peut-être en prendre 3, 4 ou 5? Oui, après les 2-0, je pense que c'est un peu difficile mentalement. Mais on a fait un peu de chance et de la structure et avec la base surtout. Et voilà, on a fait les premiers goals et après les premiers goals, je pense que tous les joueurs, on a dit, allez, on y va et on peut faire les matchs nuls. Est-ce que la tactique aujourd'hui, ça ressemblait peut-être à quelque chose que vous pouviez faire pour... T'as pris ma question. en tout cas, contre la Belgique, si vous jouez la Belgique en Coupe du Monde, est-ce qu'aujourd'hui vous avez montré quelque chose qui peut servir à la Belgique, ou bien vous avez vraiment joué caché Non. Je pense que on joue toujours pour jouer, pour gagner les matchs. Donc après, si on voit ces matchs, je pense qu'on peut changer un peu pour la Coupe du Monde, pour les tactiques, défensivement et offensivement. Mais je pense que pas beaucoup. Je pense que on sait que chaque match est différent, mais on ne change pas beaucoup. Vous avez encore quelques matchs de Pro League, puis après il va y avoir la préparation pour la Coupe du Monde. Comment ça va se passer? Vous allez vous entraîner en Espagne? Est-ce que vous restez ici à Wavre? Non, maintenant, ce soir, on va à Allemagne, parce que mardi, on joue contre Argentine. Et donc, voilà, c'est tout très vite. Et mardi, on joue, jeudi, et samedi et dimanche. Donc, c'est un peu serré les calendriers. Et la préparation, honnêtement, on commence maintenant la préparation parce que pendant la saison en Espagne, c'est très difficile de nous entraîner ensemble parce que les pays, c'est très grand. Donc, Pas comme en Belgique, on est plus petit, quoi. Oui, c'est ça. Et aussi, on a beaucoup de joueurs qui jouent à l'étranger, donc c'est très difficile. Donc la préparation pour la Coupe du Monde commence maintenant. Elle va être très importante parce qu'on sait que vous êtes sur papier le 2e favori de votre groupe avec l'Australie devant vous. J'imagine que c'est le premier objectif, c'est de sortir des groupes, et puis après, si vous arrivez à aller jusqu'en demi-finale, ce serait vraiment une bonne chose. Et vous jouerez peut-être la Belgique, du coup, si vous êtes dans les 2 premiers. Oui, le premier objectif, c'est ça, c'est sortir de ce groupe avec plus de points possibles. Et après, jouer contre la Belgique et l'Allemagne. Pas la France? C'est pas. Pour moi, les favoris, c'est l'Allemagne et la Belgique. Donc, on verra. Mais oui, l'objectif global de l'équipe, je pense que c'est arriver à la demi-finale. Demi-finale? Ouais. Et toi aussi, tu veux demi-finale ou Oui. médaille? Non. Pour moi, c'est arriver à la demi-finale. Comme après, au JO, quoi. Comme au JO à Paris. Oui, et après, je pense qu'on doit compétir. Je ne sais pas si c'est compétir. Ouais. Compétiter. Ouais. Il n'y a pas de verbe en Belgique pour ça. Compétiter. Sorry. Arriver à la demi-finale et après faire un gros match de demi-finale parce que les championnats d'Europe et les Jeux olympiques. On sait, vous avez battu. D'ailleurs, question suivante, Alex. Qu'est-ce que vous faites contre la Belgique au JO et à la Coupe du Monde? Qu'est-ce que vous avez fait? C'est quoi la recette secrète Quelle est de la l'Espagne? recette? Au JO et à l'Euro. Vraiment, je pense que c'est la discipline offensive, mais surtout défensivement. Okay. Je pense que si
Bon, la première match d'aujourd'hui, défensivement, je pense qu'on a été très bien. Donc si on fait pendant tous les matchs, je pense qu'on peut arriver à les finales du match avec les occasions. Et après, il y a un truc très important que c'est les PCDF. Et donc contre la Belgique, c'est le plus important, je pense, parce qu'avec Sna et avec Alexander, oui, c'est très difficile de stopper ça. Peut-être Alex, votre sélection, vous en êtes où vous avez déjà votre groupe pour la Coupe du Monde ou il y a encore 2-3... Non, maintenant, on change de joueurs pour la Pro League. Ok. Et arrive à notre 2 joueurs. Et la sélection pour la Coupe du Monde, c'est après les dimanches prochains, et après la Pro League d'Allemagne. Donc les 29, je pense, va être la sélection de l'Espagne. On va être 20 joueurs. Ah, Ouais, on va être 20 les Espagnols sont d'accord avec moi en matière. 20 joueurs et vous allez changer à chaque fois? C'est possible. Ok. Oui. Et la C'est la sélection, possibilité, ouais. t'es confiant? Ouais. Il l'a dit là. Je peux pas dire, mais oui. On l'a vu Il y a la confiance. on l'a vu toute la saison. Léo, il est solide. Donc on a une info en live quoi. On a une C'est bon. info. Alors, Alex il faudra la Coupe du Alonso Monde. est à la Coupe du Monde. Parfait. Eh bien, nickel. Merci beaucoup, Merci, Alex, Alex. de nous Merci. avoir Il doit accompagnés. foncer en Allemagne. Ouais. Alex, Merci Tiens, à Alex, vous. merci d'être venu. Merci. Ciao, Alex. Hein. Merci. Merci beaucoup. Et bonne chance. Et bonne chance, évidemment. On a hâte de voir l'Espagne évoluer à Wavre aussi. bonne là, chance car, mais pas trop. Ceux qui voudront venir voir des matchs ici pendant la Coupe du Monde, eh bien, les Espagnols joueront ici. Donc, vous avez, si vous avez envie de supporter Alex Alonso et ses compatriotes, eh bien, n'hésitez pas à venir. Ciao, los chicos, évidemment. On parle espagnol ici aussi. On va venir aussi à un moment important du match. On a beaucoup discuté en tribune. Eh bien, c'est sur les quelques phases d'arbitrage de la journée. Et c'est pour ça qu'on a invité notre Nelson national. On a une action au tout début de match avec un flic dans une zone où on a vu un défenseur du coup espagnol. Enfin, c'était un flic espagnol vers un attaquant espagnol. Il n'a pas bougé d'un centimètre. On a eu, je crois, Nelson Onana qui est venu d'intercepter la balle. Et dans ce moment-là, Cause s'est un petit peu énervé en disant « Ça devrait être avantage à la défense parce qu'il est venu défendre. Hein » Et de l'autre côté, il y avait d'autres gens qui disaient « Il n'a pas bougé d'un centimètre. Il aurait dû avoir la balle. » Et il a eu ce call-là d'ailleurs. Qu'est-ce que tu en pensais, Nelson? Je pense que c'est le seul flic où on s'est un peu dit peut-être on était peut-être pas d'accord. Je pense que la balle était assez haute. Effectivement, le joueur belge avait le temps de venir dans la zone et je pense qu'il aurait pu recevoir le coup franc. Et donc, rappelle la règle, donc si la balle... Donc c'est au moment où la balle commence à retomber, l'arbitre choisit un receveur initial. S'il n'y a pas de receveur clair, c'est avantage à l'équipe qui n'a pas fait le flic. Donc souvent la défense fait souvent un flic vers l'avant. Ouais. Et s'il y a un receveur initial, si un joueur vient dans sa zone de 5 mètres, c'est coup franc pour lui. Okay. Et à partir du moment où l'attaquant touche la balle, ou le défenseur, le joueur qui est à 5 mètres peut venir lui mettre pression. Moi, ce qui me frustre énormément en tant que back central qui adore les flics et qui les gère plutôt bien, on va dire. Non, mais juste, donc moi, quand je commence mon flic, donc je vois ma fille qui est dans la zone toute seule. Donc quand je commence le flic, la fille est toute seule. Mais en effet, comme tu dis, la balle arrive commence à descendre. Et puis après, là, comme par hasard, il y a une autre fille de l'équipe adverse qui est dans la zone et donc du coup, c'est sifflé contre moi. Ouais. C'est un peu... Donc je pense que le truc, c'est que si la défenseuse arrive à anticiper le fait que tu vas faire un flic et la zone, elle a 2 secondes ou 3 secondes le temps que la balle arrive à son apogée pour venir dans la zone. Quand et à même. partir de ce moment-là, elle a Ok. quand même l'avantage à la réception de si elle est là. Est-ce que en tant qu'arbitre, parfois vous savez pas, parce que bon, il vous devez regarder la hauteur de la balle, regarder le joueur, regarder la zone, regarder si un défenseur va pas arriver. Est-ce que parfois vous n'êtes pas un peu, on va la jouer sécure? On donne défense. Allez, avantage défense, Si, coup franc. je pense que c'est clair que dans un 50-50, entre guillemets, prendre moins de risques et siffler pour la défense, Ouais. c'est aussi parfois la facilité. Je pense que c'est aussi frustrant pour les joueurs. Et ce qui est très dur aussi, je pense que sur les 5 dernières années, on a changé 4 fois ou 5 fois la règle. Et ça, je pense que ça crée aussi pas mal de déséquilibre ou d'incompréhension auprès des joueurs. C'est que il y a 2 ans, on décidait au début, au moment où le flic partait, le receveur initial. Ah ouais. Ça donnait. Moi, j'adorais cette règle parce que ça donnait avantage à l'attaque. C'était aussi un max de jeu et donc tout le monde était content avec ça. Il n'y avait plus de flics dans des zones où il n'y a personne et c'était clair. Le mec faisait le flic sur le gars tout seul. Le défenseur, il devait attendre. Et au moins, c'était clair pour tout le monde. Et c'était beaucoup plus simple. Après, voilà, c'est clair que maintenant, juger quand la balle retombe, il faut savoir anticiper aussi, dire ok, la balle, elle va tomber là.
le mec est seul, ok, il retombe, je regarde si, et après je regarde vraiment la réception. Il y a plusieurs points à analyser, quoi. C'est Ouais, mais encore plus compliqué. c'est ça que je trouve, mais c'est ça que je trouve hyper compliqué. Déjà pour les arbitres, parce que au final, en fonction des arbitres, en fonction de leur ressenti sur le moment, la règle elle change sans le vouloir, mais c'est hyper compliqué de savoir anticiper une trajectoire de qui arrive, etc. en ce moment. Et ça, c'est le même problème dans toutes les divisions, que ce soit en division 1, en division 2, en division 3. Enfin, quand t'as les arbitres nationaux, t'as l'impression que la règle elle change à chaque fois. Et que c'est pas hyper clair, quoi. Alors que Nelson l'a très bien expliqué là maintenant, mais même en l'expliquant, il y a des incompréhensions et si c'est dans le fait qu'il est dans l'espace, etc. Ouais. Je crois que ce qu'il faut surtout se dire, c'est que ça reste de l'appréciation et que ça donne forcément beaucoup de zones grises parce que chaque arbitre aura une vision différente des choses. Et c'est ça qui est très dur, c'est que comme pour le jeu dangereux, comme beaucoup de choses, il y a des règles qui sont énormément l'appréciation de l'arbitre et ça fait beaucoup de déséquilibre d'un arbitre à l'autre, d'un match à l'autre et même parfois sur le même match. Si les arbitres ne sont pas exactement sur la même longueur d'onde, il peut y avoir d'un côté une faute pour l'équipe et sur la même phase, une faute pour l'autre avec l'autre arbitre. C'est aussi un travail d'équipe, les arbitres. C'est clair. Évidemment, c'est pour ça la communication est essentielle. On a un petit briefing d'avant-match. Une deuxième... J'ai cru que tu parlais des programmes physiques que vous deviez aussi faire, qu'on a vu passer sur les arbitres. Il y a une deuxième action qu'on a tous remarqué. C'est Victor Rouenier et Rispert, l'Espagnol, qui se sont un petit peu accrochés dans le 23 belge. On a Victor Rouenier qui semblait passer devant, peut-être un petit coup de coude, et puis l'Espagnol qui lui tire le maillot. Dans ces moments-là, on a la vidéo qui est appelée. Et carte verte pour les deux, c'est quand même assez rare. Ouais. Est-ce que tu peux encore nous en donner quelques précisions, Si Nelson? je dis pas de bêtises, donc c'est un premier joueur espagnol qui retient le maillot de Vic. Oui. Et puis il y a un deuxième duel dans lequel Vic est un peu en retard, à mon avis, parce qu'il a été retenu. Et il y va un peu franco aussi, et donc il rentre un peu dans le joueur espagnol. L'arbitre a pris la décision de donner coup franc pour la Belgique, pour le tirage de maillot et mettre une carte. Et mettre une carte à Vic, je pense pour la charge qu'il met après. Excessif. Il avait d'abord sifflé PC. Ouais. Et puis du coup, je pense qu'il m'écarte en disant ok, il y a une faute sur toi d'abord, mais c'est pas une raison pour laquelle tu peux aller derrière, franc jeu et y aller à fond. Donc totalement justifié. Il aurait peut-être pu mettre une jaune en disant l'anti-jeu de tirage de maillot. Attends, non, pas peut-être. Pour moi, c'est jaune. On tire un maillot, on joue au hockey, on a deux mains sur le stick. C'est la première fois que j'ai vu ça. Le problème, c'est que si on commence comme ça, avec des tirages de maillot et des trucs à donner des verres, là, on va tourner en rond. Et pour moi, il faut... Si Victor Rouenier fait un super appel et qu'il est en avance sur le gars et que le gars use, pour moi, de l'anti-jeu, c'est de l'anti-jeu, c'est pas... Voilà, il faut sanctionner d'une jaune. 5 ou 10 Moi, 10 si vous voulez. Ouais, pour moi, c'est de l'anti-jeu. Donc, il faut punir la personne qui est en retard et qui essaie de se rattraper avec de l'anti-jeu. Ouais, ça, c'est un peu mon idée. Mais surtout là-dessus, en fait, l'arbitre... Et en plus, ils ont très bien arbitré tout le match. Mais là-dessus, je pense juste ils ont choisi la facilité. On donne la faute pour la Belgique, on met 2 verts, tout le monde est content. Mais comme le dit Koz, et je suis 100% d'accord avec le Koz, tirage de maillot volontaire. On voit à la vidéo que le tirage de maillot il est volontaire. Ouais. On parle même pas de Vic, là, c'est carte jaune 10 minutes. Ciao, merci, bonsoir. Par contre, À ne pas montrer dans les écoles de geste de Victor après, qui est aussi un geste pour moi volontaire, quelque chose. On peut aussi aller à la jaune. Moi, il n'y a pas de problème. Ouais. Parce que ça reste du hockey, on reste sur du fair play, on essaie de garder nos mains sur le stick, il n'y a pas de coup volontaire. Pour moi aussi, on peut aller à la jaune. Après, c'était pas un geste non Pour moi, on plus, peut lui donner 5 minutes et 10 minutes à l'autre, parce que c'est l'autre qui a commencé. Bon, ça, c'est plus mon école. Après, c'est peut-être un peu compliqué de le voir comme ça, mais c'est clair qu'il y aurait peut-être pu avoir un déséquilibre justement sur les sanctions et pas avoir les deux joueurs suspendus 2 minutes, soit de vert jaune, soit de jaune, mais 5-10. Parce que effectivement, un tirage de maillot, c'est quand même. Mais donc, quoi, on te fait un tac par l'arrière, et puis après, tu réagis un peu en mode mec, qu'est-ce que tu fais? On regarde à la vidéo, c'est donc tac par l'arrière, c'est vert pour les deux, c'est vert pour le tac et vert parce que tu as un peu réagi. Ouais, sans j'ai pas toucher, bien vu, je mets vert partout quoi. Voilà. Ouais, non, c'est clair qu'il faut prendre les bonnes décisions et les bonnes sanctions et que ce soit juste et pas juste que ce soit équitable, mais surtout que ce soit juste et prendre les décisions qu'il faut quand il faut. Bien, merci Nelson. Ça, c'était les 2 phases qu'on a remarquées pendant cette rencontre. Mais on a quand même aussi des questions sur l'arbitrage en général. On sait que c'est quand même facilement, moi je le dis souvent, je suis tous les dimanches au bord du terrain et j'entends très souvent les équipes se plaindre de l'arbitrage. C'est un petit peu le bouc émissaire facile, c'est toujours la faute de l'arbitre si on a perdu, si on n'a pas mis notre goal, etc. Et ça, je pense que les joueurs le reconnaissent quand ils arrêtent leur carrière et pas pendant, peut-être. On en discutera avec Koz. Mais moi, la question que j'avais pour toi, Nelson, c'est comment est-ce que tu as ressenti un petit bilan global de l'arbitrage cette année dans le championnat belge? Est-ce que tu sens une progression? Est-ce que tu as l'impression que ça stagne un peu? Est-ce qu'il y a des revendications qu'ont les arbitres pour pouvoir progresser? Parce qu'on entend beaucoup les joueurs demander une progression, mais je pense que la plupart des arbitres veulent aussi cette progression et
qu'est-ce qu'il faudrait faire pour cela? C'est clair. Non, je pense que le niveau de l'arbitrage en Belgique a évolué quand même. On a quand même pas mal de jeunes qui sont arrivés en DH messieurs dans les 4-5 dernières saisons. Il y en a qui sont présents en Pro League, je pense à Lucien entre autres. On a beaucoup d'arbitres aussi de très haut niveau. On a Magali et Laurine qui vont à la Coupe du Monde. On a Seb Mikkelsen qui a arbitré la finale de la Nations Cup, dont on reparlera tout à l'heure. Hier. On a Mika Dutrieux, on a tous ces arbitres-là qui vont aussi en EHL, en Pro League toute l'année, Pauline Kuipers. Donc je pense qu'on a quand même beaucoup d'arbitres qui sont présents sur la scène internationale aussi, à haut niveau, pour les grands moments et les grands championnats de toute la saison. Donc je pense que le niveau de l'arbitrage en Belgique est quand même Mais du coup, assez est-ce qu'il y a un bon. système de cotation? Parce que je sais que genre pour arbitrer une finale EHL par exemple, Laurine elle arbitre souvent les finales de JO, des trucs hyper importants. Donc je suppose qu'elle a une bonne cote auprès de la FIH par exemple. Ouais. Est-ce que nous, on est bien à côté aussi, les autres, par exemple, ce genre de truc? Est-ce que tu as ce genre d'infos ou bien Je pense que les arbitres belges sont bien cotés à l'international. Donc, ou sinon, ils ne seraient pas dans les Coupes du Monde, pas dans les Pro League. Je pense qu'il n'y a pas de débat là-dessus. Je pense que c'est clair qu'à partir du moment où on a des arbitres belges dans quasiment tous les tournois, ça veut dire quand même que les arbitres belges ont la cote à haut niveau. Et donc du coup, si on avait des petites choses à améliorer par rapport à l'arbitrage ou des moyens peut-être à débloquer, est-ce que les arbitres ont des revendications par rapport à ça? Il y a eu pas mal de mouvements sur les 3 dernières saisons. Je pense qu'on a eu l'histoire avec la presse, avec John et tout ça, qui ont fait pas mal bouger les choses. Je pense qu'il y a eu beaucoup plus d'accès aux vidéos, il y a eu beaucoup plus d'accès... on a de nouveau un programme physique, comme vous avez pu le voir sur les réseaux, qui est en développement et tout. Donc je pense que c'est aussi intéressant et je pense que c'est aussi important de donner de la visibilité et montrer aux gens que les arbitres bossent aussi parce que du coup ça montre qu'on est investi et motivé dans ce qu'on fait. Est-ce qu'il y a assez de jeunes arbitres aussi? Parce que c'est vrai que moi je coach des jeunes par exemple au Racing et je vois beaucoup de jeunes qui se lancent et toi tu es un jeune arbitre et je trouve ça bien que tu ailles au bout de ton truc. Et moi j'avais notamment un arbitre dans mon équipe que je coachais et je l'encourageais beaucoup pour s'il devait manquer des entraînements ou des trucs, je disais vas-y va faire ton truc d'arbitre, c'est hyper important, c'est hyper bien. Et je trouve que c'est aussi un message à nous de partager, c'est que voilà, c'est pas facile d'être arbitre, on le sait, en tant que joueur parfois on est un peu limite et je le concède, mais c'est quand même important de bien faire ça aussi et que ça continue quoi, et qu'il y en ait plein qui veulent être arbitres. Justement, moi, je voulais savoir ça par rapport à ça, les jeunes arbitres qui passent par, j'ai envie de dire, leur premier examen, je connais pas tous les trucs. Après la Fédé, leur but quoi, c'est vraiment de miser justement sur ces jeunes, il y a un processus, elle suit ses arbitres, alors la Fédé, c'est pas les clubs, c'est la Fédé alors. Non, c'est la Fédé, donc au début c'est des arbitres clubs, donc eux ils sont coachés dans leur club, dans chaque club il y a un club umpire coach ça s'appelle, donc lui est responsable de faire la première formation entre guillemets avant que les arbitres deviennent arbitres nationaux. Et une fois que les arbitres deviennent arbitres nationaux, ils sont coachés 4-5 fois sur la saison par des coachs arbitres, entre autres certains arbitres de DH messieurs qui vont coacher le samedi matin en U14, en U16, pour essayer de faire développer l'arbitrage des jeunes. Il y a aussi une cellule jeune dans laquelle il y a, je pense, 40 arbitres ou quelque chose comme ça, et qui sont suivis, avec lesquels ils ont des formations, des arbitres de haut niveau qui viennent avec des vidéos, qui viennent leur montrer des phases, qui viennent discuter, qui sont ouverts à la discussion, et donc eux aussi évoluent comme ça. Et je pense qu'on a beaucoup de jeunes qui sont motivés, qui sont investis. Et donc en U14, en U16, en U19, c'est quasiment que des jeunes qui arbitrent. Je pense qu'il n'y a pas d'arbitre au-dessus de 30 ans dans ces catégories-là. Donc ça montre aussi que les jeunes sont investis. C'est pas toujours facile de jouer, d'arbitrer, mais moi je pense que c'est quand même important qu'ils continuent aussi à jouer parce que ça garde une vision de jeu, ça garde la proximité avec le hockey. Et je pense que c'est important de rester aussi au contact des règles et du hockey tous les jours. Super, merci beaucoup Nelson pour toutes ces informations sur l'arbitrage et évidemment on est tous au courant que sans les arbitres il n'y a pas de rencontre donc on attend des moyens du côté des arbitres pour pouvoir les pousser au plus haut niveau et ça poussera le championnat dans tous les cas aussi d'avoir plus de débats sur l'arbitrage au final, même si l'erreur est 0 quart depuis 2 ans. 0 quart depuis 2 ans. Et toi Lulu? La même, moi toujours dans le respect. Non mais parfois je trouve ça un peu... Moi ça m'arrive de temps en temps. Mais parfois c'est un peu compliqué, t'es vraiment dans l'action et tu t'énerves et l'arbitre le prend tellement à cœur et parfois il veut te mettre une carte et non, peut-être mais s'il te plaît quoi, fais un effort. Et nous on est tellement, vraiment on a le visuel sur la balle et on voit peut-être différemment de l'arbitre, mais parfois je trouve la communication entre le joueur et l'arbitre n'est pas totalement respectée des deux sens, que ce soit le joueur qui doit un peu parler plus calmement mais que l'arbitre
descendre un peu de sa position supérieure de maître du jeu et se mettre un peu à la place du joueur, quoi. Parfois, je trouve ça un peu compliqué. Souvent, là, cette remarque-là, des joueurs qui ont joué un minimum, enfin des arbitres pardon, qui ont joué un minimum en tant que joueurs, ont parfois plus facilement ce ressenti-là et comprennent plus facilement les émotions. Nelson, toi, tu as joué quand même à un haut niveau, surtout en jeune. Tu sens quand même le jeu, quoi, tout simplement. Ouais, je pense que c'est important aussi de comprendre les émotions. Ça fait partie du sport. Je pense que sans émotion, c'est aussi beaucoup moins sympa à regarder. Je pense que si tout le monde est très gentil, tout le monde ne va pas au duel, ne discute pas, s'il ne se passe rien sur un match de hockey, ça fait que personne n'a envie de le regarder non plus. Donc je pense que c'est aussi intéressant de se dire ok, y a des émotions, il faut les gérer. Il ne peut pas y avoir, ça arrive d'avoir un pic d'adrénaline, une montée des émotions, mais je pense que c'est important de les gérer et parfois de savoir aussi calmer et temporiser le jeu et faire que tout se calme et tout reste plutôt calme sur le terrain. C'est pas toujours facile parce que je pense qu'il y a plein de choses qui rentrent en compte. Il y a des choses qu'on voit pas, il y a des choses qui se passent parfois off-ball, des petits mots, des petits trucs, on peut pas tout entendre, on peut pas tout voir malheureusement, mais je pense que c'est important aussi de savoir de temps en temps faire descendre la tension et je pense que c'est pas toujours facile, mais en communiquant avec les joueurs, je pense que c'est ça qui aide aussi à ce que tout le monde se calme et que ça s'apaise un peu. On est tous d'accord là-dessus, je pense évidemment la communication est toujours très importante. Voilà qui clôture un petit peu notre premier volet Lions arbitrage plus nos amis espagnols qui sont venus. On va passer aux Panthers, mais juste avant ça, un petit mot sur le sponsoring de cet épisode. Merci beaucoup à Forte Pharma de nous suivre dans cette aventure-là. Et si vous voulez être à la place de Forte Pharma, avoir évidemment une belle opportunité de vous montrer à nos côtés, parce qu'on dit des choses un petit peu intelligentes, parfois un petit peu rigolotes, pas évidemment. Tout le temps. Il faut un peu de tout, mais c'est la vie. Et n'hésitez pas à contacter Tanguy Cousins pour avoir toutes les informations. Et promis, on n'est pas cher, cause. On n'est pas très cher et on est surtout très attractif. Très sympa. Et très sympa. Et très motivé. Et on paye l'apéro. Ouais, ça dépend. On a plein de qualités. Du coup, passons maintenant à ce qui nous attend déjà depuis quelques semaines, parce qu'on n'en a pas assez parlé et tout le monde était d'accord là-dessus. C'est les Panthers, le championnat féminin. Et surtout notre équipe dames qui, pour l'instant, n'est pas dans les meilleures dispositions pour aller chercher cette première place de la Pro League. Mais bon, on sait très bien que quand les Pays-Bas sont engagés, Lucie, c'est compliqué d'aller les déloger. Il y a toujours les Pays-Bas, ce rouleau compresseur, où elles aussi font des petits choix de sélection et essayent des filles, mais qui se voient peut-être un peu moins que si, par exemple, la Belgique essaye des nouvelles combinaisons. Mais les Pays-Bas sont toujours logés. Là, on est passé du coup 3e avec le résultat de l'Argentine. Donc ça reste serré, donc il y a quand même moyen d'aller chercher cette 2e place. Mais ça va être intéressant, je pense que c'est un bloc qui arrive. Tu crois que la 2e place c'est un objectif pour les Reds ? Pour dans l'optique du classement mondial Oui, peut-être, mais ça fait toujours bien de dire t'as fini 2e. Et surtout avant la Coupe du Monde. C'est ça. Vu qu'on prévoit tous, en tout cas PDMMA, on prévoit une petite finale Pays-Bas-Belgique. Si on est 2e, c'est qu'on reste dans les clous. Mais justement, je voulais revenir là-dessus. On prévoit une finale Pays-Bas-Belgique. Oui, en plus, moi j'ai dit que la Belgique gagnait au shootout. Mais par contre, j'ai vu l'Argentine un peu jouer ici dans cette Pro League. Et j'ai l'impression qu'on parle souvent on dit Belgique, Pays-Bas. Mais en fait, l'Argentine, on doit peut-être aussi compter sur elle. Est-ce qu'on les a pas un peu sous-estimés ? Parce qu'on n'a pas trop parlé vraiment d'Argentine. Pour moi, c'est l'Argentine, 50-50 avec la Belgique. Mais surtout, je veux dire, il y a 5 ans, l'Argentine était clairement au-dessus. Nous, on a fait une bonne progression par la suite. L'Argentine a un peu diminué, etc. Moi, les derniers matchs que j'ai joué contre l'Argentine, j'avais zéro stress, entre guillemets, tandis que quand on joue contre la Hollande, là, tu te dis c'est un peu plus stressant parce que tu sais qu'en face, elles sont beaucoup plus fortes. Donc, à voir. C'est aussi un jeu très individuel, l'Argentine. Donc, Ton sentiment global sur la Pro League des Red Panthers ici, il y a eu des résultats un petit peu mixtes. On a eu des victoires, on a eu des nuls, on a eu des défaites. Comment est-ce que tu ressens ce bloc de Pro League-ci ? Non, je pense qu'il y a beaucoup de tests qui ont été faits pour les coachs et pour l'équipe, notamment des positions qui ont un peu changé au milieu. Louise De Watt qui est passée après la Coupe du Monde U21, qui est passée en position au milieu, qui lui va très bien. Je suis d'accord. Pour le moment, elle est au top. T'as Lisa Morse qui s'est un peu testée aussi au niveau back central. Je trouve qu'elle a fait aussi des bonnes choses. Ouais, je pense qu'elle a marqué des points aussi, elle. Pour sa sélection. Moi, la position back central, j'étais fortement surprise positivement. Niveau back d'elle, je trouve que là, il y a d'autres filles qui passent devant. Donc, c'est un peu à voir niveau coach ce qu'il va faire. Mais le système tactique reste le même. Donc, à voir, juste.
Oui, évidemment, c'est on en parlait, hein, de cette sélection qui va bientôt arriver, qui sera plus tard que celle des Lions. 25 juillet, j'ai entendu. 25 juillet. C'est tard ça, non? C'est très tard, les Lions c'est demain, donc c'est vrai qu'avec un mois Il y a de... un mois d'écart. Mais il y a peut-être une chose qui justifie entre guillemets cela, c'est la situation d'Elodie Picard. Ah oui. Avec quelle gardienne on irait? Est-ce que Lucie, tu as un sentiment, un feeling par rapport à ça? Ça dépendra fortement de la forme d'Elodie. Je pense que vous l'aviez souligné pendant les premiers épisodes, que si elle est très forte, elle peut vraiment prendre cette place. Elena, moi je reste toujours très fan de cette fille parce qu'elle reste à sa place, elle fait le job, elle fait les bons arrêts. On l'a vu quelques fois ici pendant les matchs de Pro League. Et Maïté, malheureusement, ici au dernier match, a fait 2 erreurs, je pense, sur PC. Notamment le flat, je pense que c'était elle, où il ne faut pas qu'elle lève sa jambe. Et le petit pont, après, c'est une position de gardienne que je ne saurais jamais être et faire. Mais, Et du coup, moi, ma question pour toi, Lulu, c'est quelle gardienne tu vois fin août, Coupe du Monde, finale, quelle gardienne pour toi J'ai compris, c'est que va nous porter vers ce shoot-out et qui fait qu'on va les gagner, quoi. Moi, je pense quand même Elena. Ok, donc toi, tu comptes sur Elena au shoot-out. Shootout, ça reste différent parce que tu peux encore changer ta gardienne de shootout. Okay. Je pense qu'Elo est très très forte au shootout. Ouais. Donc à voir si le coach garde la même gardienne pendant tout le truc. Mais je pense que Elena, niveau jeu, elle a l'avantage d'avoir joué au moins toute cette deuxième partie de saison, d'avoir eu du rythme, d'avoir les matchs de Pro League ici. Que Elo, après les réflexes, ça s'oublie pas, mais Elo restera première en shootout, quoi qu'il arrive, entre les deux. Ok, donc si on va à la Coupe du Monde demain, quel est ton... Mais je viens de te le dire 4 fois, je mais pense. J'ai l'impression que... Non, en gros, je pense que si Elodie Picard on se rend compte si Elodie Picard est sélectionnée... Ouais, mais bon, pour moi, c'est etc. pas une réponse. Bah, tu prends Elena en 1 Elena en 1 et Elo Elle a en dit 2. Elena. Elle est en 2, ok. On mettra les sous-titres pour cause. Elle l'a dit. Voilà. Et toi, si je Les comprends bien, termes tu ont parles été de posés. peut pas Picard dire si ça. elle est en forme. Moi, je pense que je prendrais d'office Elodie Picard. Même Parce si elle est blessée. en indoor, elle est bien, pour les shootouts, elle est bien, elle s'est donné, elle s'est vraiment aidé l'équipe à. Oui, pour les pour moi, Oui, Windor, elle a tu pu peux jouer prendre deux depuis gardiens. 5 ans. non, je sais, mais bon, pour moi, ça reste, c'est comme PDM, hein, c'est un joueur indoor PDM à la base, non? Moi, je suis un couteau suisse. Mais on n'est pas là pour parler de ma carrière ni de moi. Non, moi j'aime bien cet aspect indoor pour les shootouts, je trouve ça méga intéressant. Oui, pour les surtout shootouts, ça gardiens. je te le Et laisse. pour les tireurs aussi, donc c'est pour ça que Ouais. je trouve ça important. Oui, mais pour les shootouts, Lucie vient de le dire, tu peux très bien la prendre et si tu as besoin de shootout, tu la changes. Ouais. Non? Ouais. Donc tu la prends pour les shootouts et comme Elena ça. pour le Elena match. Moi je la ferais pour, jouer aussi, mais bon, ça c'est un peu mon avis. Est-ce que Elena va pas être gardienne numéro 1? Le fait qu'elle ait joué toute la saison, qu'elle ait fait des bons matchs, qu'elle ait fait un Il y a bon des championnat, chances. qu'elle a bien joué en Pro League, elle a quand même un avantage. Je pense qu'elle a du rythme. Après voilà, c'est clair que si Elo revient et qu'elle est à 200%, Bon, est-ce que les gardiens nous ont vraiment convaincus là maintenant? J'ai pas Après, l'impression. qu'on se le dise, à Paris, il y avait une numéro 1 et une numéro 2. T'inquiète, après le été troisième changé match, après ça a des été matchs. changé Ça a changé. Ouais, mais bon, sans vous l'avez scrupule et vous sans l'avez rien. fait tellement souvent. Enfin, Oui, en tout cas, c'est les ça. coachs l'ont tellement fait. D'ailleurs, j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. Des jeux Bah, par exemple, de changer de gardienne à chaque fois, tous les cartons. tous les cartons, ça, Enfin, je trouve je sais ça pas, très est-ce que les compliqué. cartons, c'est abusé, hein. Je sais que chez nous, Carton, par je exemple, trouve en ça Red très Lions, nous, on aurait compliqué. dit non. Non, mais je non. pense qu'elles n'ont pas leur fin A, quoique. Je sais que H détestait et trouvait ça absurde. Moi, je trouve ça aussi un peu absurde parce que un gardien doit être présent de Oui. A à Z pendant tout le Ouais. match. Et carton, c'est difficile. Il faut à chaque fois se remettre dedans, se réchauffer. Bon, là, t'as pas le côté froid, etc. Mais non, moi, Ah, je quand même, resterai quand même avec une gardienne pendant tout le match. Oui, pendant tout le match. Mais par contre, est-ce que tu peux dire tu as 2 numéros 1 et tu peux changer en fonction des prestations. Cause va me dire non parce que ce jour-là, il y aura sa famille qui sera venue voir le match. Donc si elle n'est pas reprise, elle va. Non, oui, si. Moi, pourquoi pas changer en fonction des matchs, en fonction des adversaires, parce que parfois aussi ça peut changer. Hein, niveau PC, si t'en as une qui est très très forte en l'air et que t'as que quelqu'un qui se lève en l'air, why not? C'est un peu des choix tactiques qu'il faut prendre en compte aussi. Voilà. ouais, c'est sûr, mais tu as aussi le fait que d'un match à l'autre, un gardien peut être mis en avant et Bien et sûr, à bien l'inverse, sûr. c'est pas du tout. Ouais. Tu pourrais avoir 2 balles et prendre 2 goals. Ouais, c'est ça. Je pense qu'aujourd'hui, Vincent, il a pas 1000 balles. Non, on a Et, 3. et c'est difficile de se mettre en avant aussi sur un match comme ça. Après, je pense qu'il n'y a pas de débat à ce niveau-là pour les Red Lions, mais Non. je pense que d'un match à l'autre, un gardien peut avoir une très bonne ou une moins bonne image, alors que il y a juste le match qui fait que Mhm. il peut pas se mettre en avant ou il sait juste rien faire sur les goals.
Mais du coup, Lucie, avec cette sélection qui tombera bien plus tard pour les dames, est-ce que pour toi, il y a déjà quand même des noms qui seront d'office dedans? On pense évidemment à une Vandenborg, à une Brasseur de ce style-là. Ouais, mais Geert on en a parlé du coup au premier podcast et en effet, tu as un peu les 4 derrière, donc Vandenborg, Brasseur, Hillewart et Puvray. Tu as au milieu, pour moi, les mieux, ouais, je pense que c'est plus ou moins dessiné. Donc, tu as Mich, Alix, De Watt, que j'ai été méga impressionnée par cette fille, franchement dingue. Camille et Judith. Ouais. Et puis après, devant, tu as les 4 habituels. C'est la bagarre. Et puis voilà, quoi. Donc, ça, c'est très. Ouais, Il reste 2 places pour 3 joueuses qui seraient Bonami, Vanet, Leveris. Vu qu'on prend Razir, on prend Delphine Marie, et aussi Alix, Marianne. Marianne. Alexis. Non, je pense que Vanet a quelque chose à jouer. J'avais dit que son physique allait peut-être être un peu limite. Mais ici, les 4 matchs, on a joué 3 sur 4 sous cette chaleur. Il y a quelques fois où, je la connais par cœur aussi, où tu voyais qu'elle était dans le rouge, mais c'est pas pour autant qu'elle n'a pas fait les efforts derrière. Donc non, je pense que Vanet a vraiment quelque chose à jouer. Elle m'a plus impressionnée du coup qu'Emilie Verrees. Ouais, je pense que ouais. Toi, tu crois que ce sera une des deux ou les deux? Les deux, c'est possible? Une des deux? Les deux, même si elles ont pas, je pense qu'il faut pas non plus les comparer parce que c'est 2 joueuses quand même avec un style de jeu totalement différent. T'as une femme qui va vraiment faire des dribbles et qui va aller faire un tout azimut vers le goal et t'as plus une Émilie qui va connecter et qui va peut-être plus prendre sa chance au shot, etc. Mais donc pour moi, c'est 2 profils totalement différents. Mais le profil de Émilie est déjà avec une Justine, par exemple, ou une Delphine. Donc, Et puis Vanet, elle a quand même ce truc, elle a, comment on dit, elle a ce petit truc en plus. Ouais, on l'a vu notamment au shootout. On l'a vu hier, le goal, c'est hier, je pense, le goal qu'elle met face à la gardienne argentine. Ouais. Enfin, je suis désolé, mais c'est une petite touche magnifique. Et le goal qu'elle met contre la Chine aussi, one touch revers. Ouais. J'ai l'impression qu'elle se pose pas trop de questions, qu'elle a quand même, elle dribble sûrement beaucoup, etc. Mais en plus devant le goal, là, elle était assez efficace. Mais j'ai un peu l'impression que c'était une Emily White, que c'est une Emily White d'antan, une Emily avant les Jeux à sa Coupe d'Europe, qui était aussi de ce style-là, aller juste vers l'avant, peut-être moins connectée. Quand tu commences dans un nouvel environnement, tu as cette fougue et tu as envie de montrer. Et, parfois, il y a tout qui va. Et bon, je pense que pour femmes, pour l'instant, il y a tout qui va. Why not surfer sur la vague du Donc coup. tu la reprends. Moi, je la reprends d'office, 100%. Mais est-ce que dans la composition de la sélection, je sais que Shane McLeod, Adam Commons, eux, ils construisent aussi le groupe avec souvent une promesse, un jeune joueur, une jeune joueuse qui va potentiellement toquer à la porte. Ça fait toujours plaisir d'avoir ça dans le groupe parce que ça te met une certaine fraîcheur aussi. Et ça t'apporte un peu quelque chose de nouveau et de moins stéréotypé de ce que tu produis en tout cas. Donc c'est pour ça que je trouve, là, elle montre qu'elle est là, elle marque, elle est là au shootout en plus, shootout où on est quand même pas, on n'est pas encore au top. Je trouve qu'en tout cas elle donne beaucoup d'arguments pour que le coach lui dise, mais en fait j'ai pas le choix de te prendre, quoi. Est-ce que son vrai point fort, c'est pas qu'elle a un style de jeu très différent de toutes nos autres joueuses? En tout cas en attaque, je suis d'accord. On voit son dribble arriver depuis une demi-heure et il passe quand même. Ça m'énerve d'ailleurs quand je dois la défendre et qu'elle me fait son tournis de cotis et qu'il passe quand même. J'ai juste envie de m'envoyer mon stick dans les dents, mais je peux pas. On en revient toujours à parler d'elle au final aussi. Ici, ça fait 2 semaines qu'on a fait le dernier podcast et ici, en 2-3 matchs, ici, elle nous a quand même montré quelques actions de grande classe. Ouais. Mais vrai, ceci, je trouve qu'elle montre en effet, comme dit Lu, un profil un peu différent qui apporte aux autres joueuses, en tout cas devant. Ouais, j'aime bien aussi, moi. Et je sais pas, je les vois tellement. Et elle sait terminer une action dans le cercle aussi. Ouais, aussi, c'est vrai. Je pense que toutes les deux, elles réfléchissent pas trop dans le cercle, quoi. Elles ont une balle dans le cercle et elles y vont. Et je pense faut juste voir avec Ambre aussi, je sais pas ce qu'elle a, si elle est blessée. Ambre est blessée, donc du coup elle est encore en repos jusqu'à la fin de la Pro League. Et qu'est-ce qu'il et donc du coup elle va pas jouer des matchs de Pro League. Mais a priori pas de stress pour la Coupe du Monde non plus, parce qu'elle a aussi son slip qui est aussi chouette. Ouais. Et d'ailleurs pour les PC, j'ai vu que... là t'en as pris quand même pas mal. Ouais. On n'en a pas mis beaucoup, je trouve. Hier, il y a eu beaucoup de PC, c'est ça qui m'a un peu laissé sur ma faim. Il y a eu quand même beaucoup de PC.
pour Dans peu ces zones-là. de goals, entre Ouais. guillemets. Beaucoup de phases directes. Est-ce que c'est la question? Est-ce qu'on on se montre avant ou pas? Ouais. Moi, je suis plutôt d'avis de montrer les phases et tu t'en fous. Au plus t'en montres, au plus on a de possibilités. Et voilà. Et niveau hiérarchie, au niveau des tireuses, c'est quoi que tu... Ça restera Steph en premier. Puis après, je pense que c'est une Ambre et Vanessa Ambre qui se valent. Ça Si je dis dépend. pas de bêtises, on avait aussi Bonami prendre Ouais. des PC. Elle en a Ouais. mis quand même pas mal avec le Well. Elle fait quand même, moi je trouve, une très belle saison avec le Wellington. Est-ce que Bonami sera repris? On n'en a pas beaucoup parlé, mais elle est dans ces choses-là qui, avec Alex Marine, Verez, Vanel, etc., n'ont pas encore Emily cette place White aussi, garantie. ouais. White qu'on a mis tous un petit peu Ah, nous, on de veut côté. des noms, hein, Lulu. On a mis tous un peu de On veut côté, une liste et mais des noms, hein, donc, c'est On quand fait même tout mouiller un peu, la alors. ligne et la concurrence est Donc devant, énorme, on y hein. va. Alors, Mais pour revenir sur Bonami, en effet, elle a fait une bonne saison au Well. C'est une fille qui à la balle va garder la balle dans son stick, va peut-être faire quelques protects au passage, mais va garder, va aller un peu bulldozer, taillot vers l'avant. Mais je trouve son gros point faible, c'est les connexions. Et ça, je sais que ça en C'est un petit énerve plus d'une sur le terrain. Ouais. Et si toutes tes attaquantes ne sont pas sur la même longueur d'onde et elles après, c'est arrivent peut-être pas... aussi, vu sa position, moi je l'ai vécu aussi en tant que joueur, parfois quand t'es un peu sous pression et tout, t'as envie de bien faire et en fait tu t'y prends mal. Et du coup, peut-être qu'elle tourne en rond aussi là-dedans. Oui, là, et- je pense Ouais, qu'elle c'est tourne, comme- du moins quand moi j'étais encore dans l'équipe, elle avait une période où elle tournait un peu en rond, elle essayait de se montrer, elle essayait de connecter, mais ça n'allait pas et en effet, ça peut vite devenir une boucle négative dans ta tête, quoi. Mais je pense que ça va quand même être compliqué pour elle, même si elle a fait la dernière Coupe d'Europe. Donc ouais, parce que je pense que Famke va peut-être prendre sa place du coup devant. Lapsus. Favard, dommage. Favard. Ouais, c'est vrai qu'on Est-ce peut- que t'es Favard, complètement dommage. objective ou pas? Par rapport à Vanel? Favard. Ou Favard. Favard. Dommage. Non, juste pour moi, c'est pas une bague d'aile. C'est une bague centrale. Et malheureusement, au centre et ici, t'en as d'autres C'est qui passent solide. devant. Et je pense que derrière, il faut aussi avoir beaucoup de maturité, beaucoup de connaissances et d'expérience et qu'elle n'a pas encore. Et Ouais, je lui Agathe est très souhaite jeune, qu'elle va acquérir. C'est Ah oui, une c'est- 2008 Oui, c'est- Ouais, Agathe 2008. Je pense qu'elle aura 2008. sa chance après la Ouais. Coupe. Ah Ouais. ouais, elle aura le temps. Non, elle aura le Oui. temps, elle a vraiment le temps de progresser, de faire aussi ses catégories jeunes, etc. et pas brûler trop vite les étapes. Donc, Ton premier grand tournoi à quel âge, toi, Europe quoi? 21. Moi j'étais super tard, moi j'ai commencé après les U21, j'ai eu 3 mois, donc j'ai commencé à 22 ans, j'ai commencé très tard. development squat encore. Non, même pas, parce que après les U21, j'ai eu une petite fenêtre vacances, on va dire, où j'ai pas été repris pour la suite. C'était après les JO de Londres. Et après quelques mois, il y a eu changement de coach. Et là, j'ai pu être. T'as saisi l'opportunité. Voilà. C'est juste petite parenthèse, je vois les commentaires un peu des viewers, ils Ah. disent Évidemment. oui, on ne les fait pas intervenir. Si, hein, allez-y, posez des petites questions, on va essayer d'y répondre de temps en temps, n'hésitez pas. Moi, je suis pas Évidemment. allé jusque-là. donc, Ouais, Ouais, moi j'ai pas T'as vu juste non vu plus. le commentaire, le P ultra solide et voilà. tu voulais juste- non, mais C'est MDM qui a écrit ça ou Même pas. Ah, même pas. Donc si, allez-y, posez des questions si jamais on essaiera d'y répondre, évidemment. Oui, évidemment, si vous en avez. On peut faire un petit débrief Pro League, évidemment. Voilà, ça fait mon petit détour. Sur la Pro League, on a quand même vu un stade pas mal rempli aujourd'hui. Il y avait du monde, il y avait du bruit. C'était peut-être pas le cas pendant tous les matchs. Il faut dire aussi que là, c'est un dimanche. Les jeunes ont fini leurs examens. Ça commence tout doucement à être la période de vacances. On peut pas non plus tout le temps avoir un stade rempli dans des dates qui sont plus compliquées. À savoir, est-ce qu'il y a d'autres solutions pour remplir des plus petits stades? Cause, on avait quelques retours de nos abonnés d'ailleurs. N'hésitez pas à vous abonner sur les réseaux, sur YouTube, sur notre podcast, sur Spotify et évidemment sur YouTube. C'est le plus important. Et Insta, on ne l'oublie jamais non plus. Il y a Partout. Il y a plein de petites choses qui font qu'il n'y a pas assez de monde. Est-ce que tu peux nous en d'abord, lister quelques-unes? on a d'abord posé la question, est-ce que les matchs attirent assez de public? Clairement, aujourd'hui, c'était pas assez garni, en tout cas pour un match des Red Lions, pour une équipe qui a été championne olympique, vice-championne du monde, tout ce que vous voulez. Voilà, je trouve qu'on a quand même le droit d'avoir en tout cas plus de monde autour du terrain. Donc quand même dans nos abonnés, ceux qui ont répondu au questionnaire, il y en a quand même 84% qui disent qu'il n'y a pas assez de public, en tout cas à ces matchs. Pourquoi? La plupart des réponses, c'est les examens, parce que fatalement,
il y en a qui sont en examen. Il y a le prix aussi. Le prix n'est pas très abordable par rapport aux Pays-Bas où on se faisait la remarque. Aux Pays-Bas, ça coûte 13 € un ticket. Ici, on est autour de 30, 35 €, parfois 39. Ça dépend des matchs et de la journée. Puis il y a vraiment une concentration de matchs aussi. C'est ce que les auditeurs nous disent. Oui, ça ne va pas être là tout le temps, quoi. Comprennent pas trop aussi l'intérêt de la Pro League, parce que c'est vrai que la Pro League, ce sont des matchs amicaux un peu déguisés, parce que c'est la réalité. C'est comme la Nations League au foot. Ouais, mais ça, Voilà. c'est très. Enfin, moi, ça, je trouve ça bien, mais je voulais revenir là-dessus. Pourquoi pas. Aujourd'hui, par exemple, on prend l'exemple, on a juste 2 matchs. Pourquoi pas essayer de faire 3-4 matchs sur la même journée peut-être, et tu réduis le nombre de journées de Pro League et tu mets plus de matchs la journée, comme ça les gens ils viennent pas juste pour voir un match, ils viennent toute la journée avec leur famille, hop, ils boivent un petit verre, c'est sympa. Est-ce que les Panthers et les Lions ne devraient pas jouer le même jour aussi? C'est vrai qu'il n'y a eu qu'un seul match finalement où ils Je ont sais pas joué pourquoi le la même fédération jour. a fait ça comme ça. Et c'est pas la Mais Fédé qui décide. C'est peut-être la FIH là. Ah oui, pour c'est pas la le coup. Fédé, C'est à mon pas avis. la Fédé belge. Quand on paye 39 €, on attend quand même une expérience un peu autour du Ouais, terrain. c'est ça. Et je suis d'accord que ça manque un peu de quelque chose autour. 2 matchs par exemple, un truc entre, je sais pas. Ouais, tu mets 4 matchs et fais vivre un peu ton truc, quoi. Ouais. Après, aujourd'hui, il fait très très chaud, donc Ouais. c'est encore différent, mais tu mets 4 matchs et les gens ils viennent et ils kiffent. Mais Je même crois si que tu c'est mets parce 4 que- matchs, je suis ouais. pas sûr que sur les 2 premiers matchs de la journée, les gens vont venir si c'est pas la Bah Belgique. oui, mais il y a là, des gens qui vont se dire, si je paye 39 €, moi j'ai envie de rentabiliser mes 39 € et donc de venir voir Chine-Argentine à 11h du matin. Nelson. Moi, je pense que c'est aussi parce que du coup, maintenant, les shifts de Pro League, ils les font avec 3 équipes. Mhm. Donc forcément, il y a toujours une équipe au repos. Qui joue pas, ouais. Et donc, est-ce que ça veut dire qu'il faudrait faire venir 5 équipes ou 4 équipes au même endroit et dire, OK, pendant 6 jours, on joue tous 4 fois et on joue contre 3 adversaires différents ou 4 adversaires différents, peut-être. Mais est-ce que du coup, ça crée pas des problèmes aussi niveau... on va aller en Argentine pour jouer 4 matchs, puis on va devoir aller en Australie. Et je pense que c'est aussi au niveau des coûts, ils essayent de réduire un maximum les coûts des équipes. Ils font jouer, ici on a joué avec les dames contre la Chine, 2 fois on a joué l'Argentine. Et je pense que c'est ça aussi, c'est qu'ils essayent de concentrer un peu les blocs de Pro League. Mais pour pas qu'il y ait trop de pourquoi on déplacements. trouve pas une solution où, je prends l'exemple du football, on n'est pas le football, je sais, mais pourquoi est-ce que un mardi soir, un mercredi soir, on va par exemple au stade, au Lotopark à Anderlecht, c'est l'Union qui joue là-bas, et pourquoi le stade est plein alors que l'Union, on sait qu'ils sont pas très nombreux. Parce qu'il n'y a pas le footix. Ouais, ok. Voilà. Bon. Est-ce qu'il y a une, supporters est-ce de qu'il y a une l'Union, ils existent communication depuis qui est 5 ans. mauvaise autour de l'événement? Est-ce qu'on organise bien l'événement? Est-ce que l'expérience est bonne? Moi, c'est toutes des questions auxquelles qu'il faut se poser. Et pour moi, aujourd'hui, un dimanche à 14h, le stade n'est pas plein pour les Red Lions. Sorry, moi, je trouve pas ça... Mais surtout ici, on a combien d'heures après le match, c'est déjà tout vide. Ouais. Je trouve ça un peu Ouais, triste. Il y a des gens qui boivent un verre normalement à cette heure-ci. Oui, c'est ça. Bon, ok, il y a le match des Diables ce soir, n'oublions pas. Mais je trouve ça un peu triste, l'ambiance qu'il y a autour, quoi. Tu viens juste voir ton match et sans plus. Ils ont fait une demi-heure de 3 joueurs qui signaient des autographes, donc ça déjà c'est très bien. Et en plus ils mettent des choses en place, on le voit derrière nous, mais oui, comme dit Lulu, là il est 1 heure après, il n'y a plus un chat dans le truc, quoi. Mais c'est un petit peu triste. Malheureusement, on a parlé des problèmes que les abonnés nous ont donnés, mais quelle serait leur solution, mon cher Tanguy? On en a listé, j'en ai reçu tellement via le compte Insta. Merci donc, d'ailleurs pour je toutes vous vos invite remarques. encore à Curieux continuer. d'entendre ça. Mais voilà, et les gens ne comprennent pas l'intérêt d'abord de la Pro League parce qu'il y a un manque de communication. J'ai vu là que la fédération passait une vidéo là, au grand écran sur La Red Tribe. Voilà, reconstruire un peu la Red Tribe, donc c'est-à-dire le fan club, on va dire, des 2 équipes nationales. Le COP belge, quoi. Le COP belge, le Obelgix du hockey, on va dire. Pour être PDM, ça en vrai. Ça pourrait être quoi Les gars, d'ailleurs? je peux pas être partout. Hein. Sinon, moi après, madame, Tu elle en serais a bien marre, là-dedans. hein. Hein. Non, En c'est pas- COP, quand COP, lanceur de chant. Ouais, mais je suis bien ici aussi. Et donc ouais, on a listé aussi le problème du parking. Bon, je sais que on en avait parlé au premier épisode aussi. Je sais que ça a fait grincer des dents aussi la Fédé, mais voilà, ça reste niveau accessibilité, c'est quand même important de pouvoir venir facilement. Et j'ai l'impression quand même que ça coûte de l'argent de payer un ticket de parking à Louvain-la-Neuve. On doit prendre un shuttle, ce genre de trucs là. Je sais pas si aujourd'hui c'était d'actualité, mais en tout cas, je sais que pour les matchs de la Coupe du Monde, ce sera le cas. Donc c'est quand même un coût supplémentaire pour une famille qui vient avec 2 enfants. C'est quand même un budget énorme, je trouve. Et puis il y avait aussi le fait de faire tout au même endroit. En fait, on attire chaque fois le même public.
Et en fait, la réponse était en fait, pourquoi on fait pas ça un peu dans une grosse zone de chalandise, pourquoi pas une fois à Uccle, pourquoi pas une fois À Liège. au White Star pour À Mathia, Namur. comme ça c'est plus Ouais, près. c'est ça le problème, il faut un stade, on va pas aller à Loré où il n'y a pas de place, on va pas aller au Non, White ok. où il n'y a pas de place. Mais par exemple, on, What Ducks. on a combien de stades en Belgique? Au Racing, le stade est bientôt prêt. Au What Ducks, Oui. il y a un chouette petit stade. Et je pense que C'est c'est tout. un peu rustique, ça donne aussi Ouais, un peut-être peu deux une... stades. Ouais, t'as deux Ça stades. amène du monde et Mais au non, moins, au ça Léo, donne il y a une l'impression belle de remplir. butte. Il y a moyen de faire quelque chose. Moi j'aime bien ce truc avec le stade, vraiment ça je trouve ça cool. Et pour revenir aussi sur la Pro League, moi je trouve ça intéressant d'avoir les 8 meilleures équipes elles sont 8, hein, j'ai pas de bêtises, hein, c'est 8. La Pro League, ils sont 9. Elles sont 9, voilà, les 9 meilleures équipes qui s'affrontent. Pourquoi pourquoi la Pro League ça a un intérêt? Parce qu'alors tu vas jouer contre, avec tout le respect que j'ai pour ces équipes, mais jouer contre l'Écosse ou jouer contre d'autres nations comme la Corée du Sud, etc. On sait bien que la Belgique, ils vont leur mettre 9 brosses et terminer bonsoir. Est-ce que c'est intéressant pour préparer un tournoi? Non. Non. Ok, mais je me compare de nouveau aux Pays-Bas. Pourquoi est-ce que les blocs aux Pays-Bas sont bien organisés, bien pleins? Comment est-ce que tu expliques cette attractivité? Déjà, il y a sûrement déjà une hype beaucoup plus supérieure aux Pays-Bas pour le hockey de manière générale Oui. qu'en Belgique, sûrement. Déjà, Plus ça, de- c'est la première chose. Hein. Licenciés là-bas. Ouais, voilà. Combien de membres qui jouent au hockey aux Pays-Bas? Je crois que c'est x2 ou x3 même. donc ça, Notre t'as impact vérifiera s'approche ça, de ouais. 200 000. Donc, t'as ta première réponse déjà. On en a combien? Mais bon, parce que je 65 pense 000 en aussi c'est Belgique bien organisé. Moi, je vois 50 000. tous les jeunes, ils ont 60. envie d'aller voir leur équipe, 60 déjà leur équipe je pense. nationale. Et je trouve Possible. je trouve ça sympa. C'est plus culturel. Chez nous, on a moins cette culture où. En vrai, ouais. Mais on pourra avoir, je pense qu'on pourra regarder en fonction de la Coupe du Monde. Évidemment. Parce que la Coupe du Monde donnerait une vraie réponse. Et là, je suis sûr qu'à la Coupe du Monde, ça va être Plein. full. Pour les Moi- matchs de la Belgique en tout cas. J'ai entendu que beaucoup de places étaient déjà prises, que on ne sait plus aller en finale, en demi demi, ou à l'écart, sold c'est out. déjà bien sold out, ce qui est déjà une bonne chose. Et sur notre chemin, on croisera les Français, premier match. Et les Français, ils ont été chercher une première place qualificative pour cette Pro League. On les verra l'année prochaine en Pro League. Bravo Nos à amis eux. les Français, bravo pour votre victoire en Nations Cup. Ils ont fait un 9 sur 9 en poule. Ils sont passés contre le Japon avec un petit peu de sueur sur le front. Et puis contre l'Afrique du Sud, c'était assez solide. On a quand même pas mal d'insight par rapport à la France. On peut quand même leur dire chapeau. Ouais, franchement, le niveau du tournoi était bon. Je trouve. Moi, j'ai regardé pas tous les matchs. J'ai regardé quelques matchs. Le stade était plein. Voilà, je reviens un peu là-dessus. Pourquoi est-ce qu'à Cape Town, un Nations Cup, on arrive à réunir en tout cas un beau stade avec une chouette atmosphère? J'ai eu quelques messages de John Domaine, le coach de l'équipe de France. Même lui, il a vu quasi le stade en fin de match se retourner contre lui. Il a cru qu'il allait de nouveau perdre dans une ambiance un peu. Tout était contre lui, les arbitres aussi, donc c'était un peu chaud. Mais non, c'était franchement un beau tournoi des Français parce que c'était pas facile. Il y avait quand même des beaux clients. Nouvelle-Zélande aussi, qui était, je pense, championne en titre. La dernière fois, c'était eux qui Ouais. avaient gagné. Mais qui ne veut pas retourner en Pro League. Ouais, C'était parce- l'avantage. Voilà. Mais là, ils voulaient, apparemment. Ah ouais Ouais. Changement. Là, ils étaient déterminés pour passer et ils ont complètement Et souvent capoté contre pour des l'Afrique du Sud raisons en demi-finale. financières, hein, parce Ouais, que la Nouvelle-Zélande voilà, c'est doit ça. voyager énormément, donc ça leur coûte beaucoup d'argent. Et je pense que l'équipe de France pensait d'ailleurs jouer, à mon avis, sa finale contre la Nouvelle-Zélande. Ils sont tombés contre l'Afrique du Sud à domicile, donc c'est quand même pas hyper évident. Et c'est vrai que finalement, ils n'ont pas eu trop d'accro. Alors oui, il fallait qu'ils rentrent de leur tournoi tranquillement. Pour le Japon, ça a été un peu plus compliqué, mais les Japonais, franchement, impressionnants quand même. Ils étaient assez déterminés, enfin, ils étaient hyper focus. Mais au final, c'est pas des tournois, je pense, faciles. Et là, ça leur enlève une belle épine du pied. Ça veut dire qu'ils se qualifient pour la Pro League, objectif rempli. Maintenant, ils peuvent venir voir la Coupe du Monde, entre guillemets, un peu plus tranquillement. Avec des bons subsides, on en a parlé. Des fonds qui vont se débloquer, donc ils vont avoir une préparation plus ou moins normale. Et puis voilà, ils vont quand même avoir une visibilité avec la Coupe du Monde. Et puis Los Angeles, comme notre ami Tanguy Zimmer le disait, Los Angeles, on les attend. Même si moi je les attends déjà, en tout cas de pied ferme au mois d'août. Attention, vous allez devenir le flop de cause si vous gagnez pas un match. Ah, on les a pas fait d'ailleurs, les tops et les flops. Mais non, c'est clair que... Ils ont bien fait ça parce que franchement, ça n'avait pas l'air évident de se dépatouiller en tout cas là-bas. Il y avait des gros clients et l'Afrique du Sud était vraiment impressionnante aussi. Donc ouais. J'ai un nouveau joueur préféré d'ailleurs. Vas-y. La dernière fois c'était Wallace et là c'est Kassim, Ah. le capitaine de l'Afrique Ouais. du Sud. Ouais. Mustapha ou Dayan? Non, c'était Mustapha là, je pense. Non, Ah, mais Mustapha était blessé, il a non, pas non, joué. mais c'est l'autre alors, Voilà, c'est Dayan, c'est voilà, c'est Dayan, Dayan, ouais. c'est le capitaine quoi. Ouais. C'est lui. Ouais, Mais franchement- d'ailleurs, Mustapha est cool aussi, mais lui, franchement, il est impressionnant, il Ouais. était déterminé, franchement, c'est mon nouveau joueur préféré. Ouais, je surfe un peu sur ta vague, je suis d'accord. Franchement, impressionnant ces deux gars-là parce qu'ils viennent un peu de nulle part. Ils jouent en D2 allemand, je crois, Ouais. il y a 2 ans. Et là, ils ont gravi les échelons là aux Pays-Bas. Ils ont fait HDM et puis maintenant ils sont à Amsterdam. Et franchement, ils prestent. En plus, il a une belle moustache. Mais Ouais, et on les verra cet été. Hein. On les verra cet été.
à la Coupe du Monde. Tout à fait. Donc, PDM, c'est parce que t'es un joueur de salle que t'aimes bien les. Non, même pas en plus, parce que je ne dis pas qu'un joueur de salle. Mais non, j'ai trouvé Ouais, très, très bon en très salle, bon. Et d'ailleurs, dans les Français, on en avait parlé, mais Victor Charlet finit meilleur buteur avec 8 goals. C'est aussi ça la clé du succès pour l'équipe de France. C'est ma question. Est-ce que la France peut se passer de Victor Charlet? Pour l'instant, non. On le mettrait combien sur un top mondial du slip? pour revenir sur Charlet d'abord, c'est vrai qu'on a eu via Simon Martin Brisac quelques informations aussi. Ah, le fameux Simon. Voilà. Donc, on l'embrasse. Qui viendra sûrement cet été nous épauler pour garnir nos infos sur la France. Mais voilà, c'est clair que Charlet, faut pas oublier qu'il avait fait une pause, qu'il revenait donc dans le groupe depuis un petit moment, mais voilà, c'était clair que c'est John qui a tout fait pour le ramener, parce que Charlet, c'est un top 4, top 5, en tout cas des tireurs de PC, en tout cas dans le monde. Il y a qui devant lui? Domené, Payat, Beaune, Hendricks, Janssen. Janssen, ouais. Je mettrais quand même Beaune derrière Charlet, parce que je trouve que Charlet, c'est quand même assez chirurgical. 5e place pour Charlet. Ouais, bon après ça reste de nouveau le goût et les couleurs, hein, mais c'est vrai qu'il a été impressionnant. Il a surtout joué back gauche aussi, parce que d'habitude il jouait dans l'axe. Il a joué back gauche pour laisser sa place à la pépite de Simon Martin Brisac, donc Malo Martinage qui va à la Gantoise l'année prochaine, qui a très bien joué, franchement il m'a impressionné. Il s'est pas trop mouillé Simon Martin Brisac en disant la pépite Malo Martinage, puisqu'on l'avait déjà vu. Je pense que c'est un de ses préférés, mais c'est vrai que franchement il a fait un gros tournoi. Il a été élu meilleur jeune d'ailleurs. Moi je pense que j'aurais mis meilleur joueur. Meilleur jeune, et le meilleur joueur c'est Corentin Cellier qui met des goals importants, va à Gand l'année prochaine aussi. Donc j'ai Pascal Quina, il regarde le tournoi et se dit j'ai le meilleur jeune et le meilleur joueur du tournoi d'un National Cup qui vient chez moi. Il a intérêt pas à être flop l'année prochaine. Mais après je me demandais comment ça se passait pour élire comme ça meilleur joueur. Donc c'est les coachs qui doivent donner 3 joueurs. Mais apparemment, et je sais pas si c'est comme ça vous dans vos tournois, c'est avant la finale. C'est quand même bizarre ça. Ouais. Donc avant la finale, tu dois dire qui va être le meilleur joueur du tournoi. C'est quand même pas. T'as un mec qui te met un quadruplé en finale, tu fais quoi? Dommage. Il y a peut-être des exceptions. Après, non, mais généralement, c'est quand même un joueur de Si je veux rebondir là-dessus, parfois, nous, en finale. Belgique, on donne un stick d'or avant la fin du championnat et avant les playoffs aussi. Je trouve ça un peu. C'est vrai que les votes sont clôturés avant les playoffs. Voilà. Alors que les playoffs, pour moi, c'est la partie la plus importante du championnat. Ce sera un beau débat. Voilà. Enfin bref, on note. Ce sera pour la prochaine. Ouais. Mais non, mais pour rebondir sur la France, il y avait cette histoire aussi de réservistes. On a beaucoup observé comment John Domen, en tout cas, mettait ses réservistes en place. Parce que c'est clair qu'en France, en tout cas, ils vont fonctionner d'une différente manière que les Red Lions. Et en tout cas, comme, à mon avis, les Red Panthers. Donc, ils vont vraiment aller à 20 dans un hôtel. Magnifique. Et tourner à chaque match. Et donc voilà, on a beaucoup observé aussi les réservistes chez les Français, puisqu'on sait qu'il y en a beaucoup qui nous regardent depuis la France. Donc, à l'Afrique du Sud aujourd'hui. Ouais, et en Afrique du Sud du coup, parce que c'est vrai qu'on a pas mal de stats en Afrique du Sud du coup depuis nos podcasts. Mais ouais, non, donc c'est vrai que au niveau des réservistes, on pense que Aristide, Michaelis et Mathis Clément, mais il n'y a encore rien de fait évidemment. Ce sont des suppositions, des feelings. Et il y a eu beaucoup de réservistes différents tout au long du tournoi. Tout au long du tournoi. Déjà, moi, cool qu'il soit à 20. Moi, je suis pro-20, comme Mathias. Mais non, je pense que c'est difficile de tirer des conclusions maintenant parce qu'ils ont changé à chaque fois quasi de réservistes. Et la seule info qu'on a vue, le gros truc qu'on a vu, c'est en finale, c'était Gaspard Denis et Desgouillons qui étaient pas repris. Pourquoi? Je pense tout simplement parce que le premier match contre l'Afrique du Sud, ils n'étaient pas repris. Et donc, John s'est dit, ça a fonctionné. On ne change pas une équipe qui gagne. Et voilà. Mais je pense que c'est pas parce que ces deux-là n'ont pas joué qu'ils vont pas faire. Ils sont hors jeu, entre guillemets, pour la Coupe du Monde. On a une date d'ailleurs de la sélection française? Des environs? Moi, j'ai pas de date précise, mais moi, je sais que en tout cas, ça a fait bien la fête hier, de ce que je sais. Oui, mérité. Mais voilà, je sais que dès qu'ils vont rentrer, ça va être direct les discussions qui vont se mettre en place. Et on va voir comment John aussi voit les choses, parce que je sais qu'en tant que joueur, il avait en tout cas son idée. Et donc, je suis curieux de voir ce qu'il va mettre en place pour qu'il puisse en tout cas avoir la meilleure équipe possible le 15 août contre nous. Donc voilà, impatient de voir cette sélection et puis de suivre en tout cas les Français en tout cas en Coupe du Monde. On en a beaucoup dans notre championnat d'ailleurs des Français. Nelson, toi, tu les as sentis comment pendant cette Nations Cup? Plutôt bien, ils ont fait le taf en fait, parce que je pense que c'était l'objectif principal pour eux, c'était de revenir en Pro League, enfin de venir en Pro League même, parce que c'est la première fois je pense. Ouais. Mais je pense surtout que s'ils sont partis à 20 et qu'ils ont tous les 20 joueurs, je pense que la sélection pour la Coupe du Monde est quasi faite. Ça m'étonnerait qu'il y ait beaucoup de changements entre les 20 qui sont partis maintenant à ce tournoi-là. Ça s'est bien passé.
ils ont plutôt bien presté, ils ont plutôt bien joué. Et je pense qu'on se rend compte que l'équipe de France est de plus en plus solide aussi à tous les niveaux. Je pense que leur PC est bon, leur gardien est pour l'instant aussi fait le taf. Il va venir jouer en Belgique, on verra Tiens, ce que petite ça question pour toi, Nels, qui arbitre en Belgique. Quel joueur français pour toi te saute un peu plus aux yeux? Où t'ennuies le plus à Ouais, râler. bien, pas mal aussi celui-là. Deux réponses. Le problème, c'est qu'il dit qu'il l'ennuie le plus. Quand l'arbitre a contre lui, il va dire ouais, t'as dit ça. Tu peux juste dire deux noms et on ne sait pas lequel. Ouais, voilà, pas mal ça. Je répondrai pas à la deuxième question. La première, je pense que ils m'ont plutôt impressionné. Je pense que les trois qui sont au Racing, Join, Desgouillons, Gaspard Xavier était déjà là, mais et le troisième, Benjamin Marquet. Benjamin Marquet. Je les ai trouvés très puissants, très solides. Je pense qu'ils vous ont fait beaucoup de bien aussi cette année au Racing. Ouais. Donc ils m'ont vraiment impressionné. Je trouve qu'Oberscott aussi. Je crois que PD n'est pas d'accord. Vas-y. C'est le flop de la saison, quoi, le Racing. Si, mais C'est le flop. non, mais non, c'est des très bons joueurs, etc. Maintenant, toi, c'est durant la saison. Mais au final, on a vu la place du Racing cette année. Alors, c'est pas du tout à cause d'eux. Et je répète, ils jouent très très bien. Si, c'est de leur faute. Tu t'arranges avec eux. Mais oui, non, c'est vrai que moi, j'ai bien aimé quand même Noé Jouin. Après, moi, je vous ai arbitré 2 fois, je pense. Dont un match contre l'Héraclès où vous perdez 3-2. Je pense que si vous gagnez 5-1, il n'y a pas de débat. Hold-up du siècle. Donc, effectivement, je vous ai peut-être vu aussi sous votre meilleur jour. Donc, j'ai pas vu tous les matchs, forcément. C'est aussi pour ça que c'est difficile de dire est-ce que le niveau de l'arbitrage en Belgique est bon. C'est difficile vu que je vois, à part mon match, c'est toujours difficile d'avoir une autocritique. C'est toujours compliqué. Donc, je pense que le niveau des joueurs français en Belgique, ils font du bien au championnat. Et je pense que ça leur fait du bien aussi en équipe nationale de jouer dans un championnat qui est probablement plus élevé en Belgique que ce qu'il est en France. Pour leur développement, ça aide aussi, je pense. Ouais, ça, oui. Totalement d'accord. Je sais qu'il y en a qui se rajoutent encore. Ouais, non, Après, je c'est sais pas sûr. si chez les filles, Lulu, il y a encore des Françaises qui rejoignent le. Il y en a une qui part, j'ai vu du Léo là. Verzora. Ouais. Verzora qui va jouer à Lille. Ouais. Celle du Ouais, Racing c'est aussi, ça. Mathilde Dufresne, elle repart aussi à Paris, je pense. Ah ben voilà. Il y a encore rien de faire. Mais sinon. d'annoncer, on te croit. Non, nous on avait notre petite pépite Waterloo Ducks qui était il y en a à l'hôpital là, qui nous a fait un Le bon. plus beau but des JO. Messi qu'on a vu 150 000 fois après. Celui-là. Quel goal. Ouais, c'est là, je regrette blindé qu'elle soit rentrée en France, mais après je comprends quand t'as toute ta famille est là-bas et que voilà, donc non. Est-ce que c'est pas financier aussi? Non, parce que pour le coup, elle gagnait mieux en Belgique qu'en France. En France, mais- si t'es pas payé, tu dois limite payer ta cotisation. Tu viens en Belgique pour l'argent. Je pense que nombreux internationaux viennent en Belgique pour l'argent. Ouais, je pense qu'en messieurs, il n'y a pas de débat, mais je pense, est-ce qu'en dames, les moyens sont les mêmes? Est-ce qu'elles peuvent se dire, ok, je bosse pas et je joue juste au hockey en Belgique Non, ça dépendra des clubs, on va Ouais. dire, et des moyens mis dedans. Mais je pense qu'il y a encore ce gap salarial énorme entre Ouais, je pense aussi. les équipes hommes et femmes. On en parle là parce que j'ai justement vu cette semaine un truc méga intéressant. De Datadux. Et me dis pas aux Pays-Bas. Ah si, de nouveau. Bah si. Avec les Mais, Pays-Bas qui ont non, des c'était attaques. Xan de Waard, donc qui arrête l'équipe nationale et c'est passé même, ça a été télévisé aussi sur la plus grosse chaîne où elle parlait des informations où tous les présidents des clubs ont partagé leurs informations concernant les budgets, etc. C'est cool Et ça. c'était méga intéressant de jeter un œil parce qu'il y avait certaines catégories de joueurs qui étaient plus impactés que d'autres. Mais je crois que ce sera pour un autre jour. Mais, Ouais, parce que je pense que c'est un débat qu'il faudrait avoir et que aussi parfois le public ne connaît pas Non, finalement c'est clair. tout ce qui est contrat etc. Et je pense que c'est pas un truc qui devrait être tabou. Je pense que c'est un truc qui devrait être le plus honnête possible pour éviter les non-dits, etc. quoi. Et pourquoi pas aussi les dames à midi et les dames à 15h et les hommes à midi aussi. On peut y avoir ce ouais, débat. ça, ce sera encore un autre débat. Un match avancé le samedi, comme ils font parfois aux Pays-Bas, avoir une grosse rencontre qui est avancée. Moi, je trouve que ce qu'ils font au BRAC, c'est pas mal. C'est midi 45. Les dames jouent à midi 45, ça approche un peu du match des messieurs. Donc il y a un peu moins de temps entre les deux matchs, mais justement, je pense que ça aide les gens à venir peut-être un peu plus tôt en disant bah ok, on mange à midi et puis on va au BRAC. Et voilà, peut-être qu'ils sont pas là au début du match, mais au moins il y a peut-être des gens qui arrivent pendant le match et ça rajoute le fait qu'il n'y ait pas 1h30 entre les deux matchs, bah, ça aide aussi peut-être les gens à venir un peu plus tôt et dire ok, bah, on va voir les dames, on va soutenir les dames et on regarde les messieurs après quoi. Bah oui, mais ça, je pense que ce serait avec Lulu, etc. On va faire ce débat-là. On fera ça. On prendra le temps de le faire parce qu'il y a plein de choses à dire, je pense, par rapport à ça. Qu'on se renseigne Exactement. un petit peu aussi, évidemment. Faut qu'on conclue avec notre top et flop d'ailleurs. Du jour, Bah ouais, je pense qu'on peut clôturer à mon avis. ouais, on avait encore
2-3 petites choses à dire. On va le faire maintenant. Vas-y, Le vas-y. petit mea culpa, parce que parfois on dit des bêtises. On disait qu'on disait des belles choses, mais on dit aussi des bêtises. Notamment, j'avais dit personnellement que Stéphanie Van Boer n'avait fait qu'une seule saison au Brax. C'est d'ailleurs Nels qui m'a envoyé un petit message en disant qu'elle en avait bien fait 3, mais on retient que les années avec des titres, visiblement. Donc voilà, et Gernir et ses compagnies sont encore devant Stéphanie Van Den Boer au nombre des titres. Le top et flop, Cos, toi t'es un peu le spécialiste, top et flop, t'aimes bien dézinguer. J'aime pas bien zinguer. Si, t'aimes zinguer. Tu donnes ton avis. Aujourd'hui, flop pour moi, le gardien espagnol. J'ai trouvé pas au niveau. En tout cas, je pense que ça va être le point faible de l'Espagne. Tu te mouilles pas trop quand tu vas chercher chez les gens. Non, ok, mais bon. Je n'ai pas réfléchi aux Espagnols. Non, parce que mon top, c'est pour moi Nicolas de Kerpel. Parce que franchement, il m'impressionne de sa flexibilité sur le terrain. Il joue partout. Je trouve hyper créatif. Je trouve vraiment qu'il apporte quelque chose à cette équipe de différent. Il sort un peu des stéréotypes du joueur Red Lions, rapide, qui fait 2 touches de balle. Je trouve vraiment qu'il change un peu la face du jeu à la balle. Et je le trouve vraiment impeccable au niveau de la mentalité. Et je crois qu'il faut le souligner. Donc voilà, ça c'était ma petite perle du jour. Qui jouera plutôt d'ailleurs en défense visiblement. Ouais. Même s'il y a ces petites montées qu'on lui laisse parfois et avec le bloc qui bouge dans un sens, il peut se retrouver ailier droit comme C'est comme ça, je pense que défenseur Shane lui donne beaucoup de liberté, en tout cas à la balle, pour pouvoir jouer plus haut, pour pouvoir être plus agressif. Et voilà, un peu dans le style de Oli Bikens, mais qui à mon avis fera pas partie de la Coupe du Monde, en tout cas du groupe pour la Coupe du Monde. Donc voilà. Lucie, ton top et flop? Waouh. Moi, j'ai regardé plus la ligne arrière parce que fatalement, je suis dedans. Commencer flop, je veux dire Tommy, parce que aussi je suis biaisée. Tommy Willems, faut dire. Tommy Willems, Ah, vraiment, je suis biaisée. Je l'ai vu d'accord. sa saison en club, désolé pour ton grand ami, mais la saison en club où il a vraiment explosé, etc. Et en effet, en Lions, je vois pas encore trop son jeu, etc. Et je trouve ça un peu dommage. Mais du coup, en top, je dirais De Slo qui m'impressionne de plus en plus, qui là joue plus vers le milieu, mais moi je trouve qu'il percute beaucoup plus derrière en ayant vraiment cette vision. Et donc voilà, ce sera mes deux noms. Donc lui, la sélectionneuse mettrait De Slover dans la ligne Derrière. arrière. Ouais, après il y a Max qui fait aussi une Il y a bonne... du monde, hein, derrière Ouais, aussi. ça va être un peu compliqué, mais voilà. PD, mais t'es pas d'accord. Si, non, pas d'accord, parce que Tommy, même dans l'épisode 1, je pense que Zim le mettait pas directement dans les sélectionnés d'office. Je pense qu'il n'y a pas débat, et comme l'a dit Lulu, il a fait une belle saison. Après, aujourd'hui, je vous avoue que j'ai pas fait une fixette sur lui, donc voilà. Mais j'y vais pour mon top flop ou... Vas-y, enchaîne. Tant qu'on y est. Non, top, je pourrais dire Van Doren parce que encore une fois, il m'a impressionné, mais on va trouver un peu quelqu'un d'autre. Et, non, moi j'ai regardé beaucoup les attaquants. Je trouve qu'en fait, juste au Brooks, il a 2 occasions. Il y en a une qui met au fond et l'autre il fait un shot arrêté par le gardien. Voilà, on demande quoi à un attaquant de marquer des goals. Il l'a fait. Je trouve que dans ce match, et c'est là où je vais à mon flop, dans ce match qui n'était pas ouf, franchement j'étais un peu déçu. Je me suis dit quand même, heureusement qu'il y a le cercle après, comme ça j'ai pas perdu mes 1h20 de trajet. Maintenant il y avait la chaleur, etc. Donc je comprends, mais non, allez, le flop, c'est le match en général, il n'était pas... Non, ça se mouille pas non pas plus. exceptionnel. Allez, Mais non, mais c'est pas que je deuxième me passe. kiskage, un espagnol, le match. Normalement, quand on fait les top et flop comme ça en 3e mi-temps, c'est un affront. C'est parce que c'est ça. parce que Zim n'est pas là. c'est pour ça. Ouais, c'est vrai que Non, en fait, Lulu s'est mouillé, quoi. Voilà. C'est la seule qui s'est mouillée. Nels, Ouais. l'arbitre, Flo. L'arbitre top, on les a pas vus donc c'est probablement qu'ils ont fait un bon match. Non, Carte verte de l'arbitre. j'allais dire top, j'allais aussi mettre Stockbrook, je pense qu'il a un peu lancé le match avec son goal. Moi je l'ai dit, il a un peu d'espace, il a un tir au goal, c'est goal. Il a une deuxième occasion où le gardien fait plutôt un bel arrêt. Mais je pense que dans le cercle, quand il a un peu d'espace et qu'il peut shotter, une fois sur 2, c'est goal. Mais moi je trouve que ça ce qu'on intéressant attend ce qu'il dit d'un parce qu'on l'a dit en play-off, on l'a pas vu. Avec Mhm. le Brax, il était franchement fantôme. Et en fait, en équipe nationale, c'est vraiment un contexte qui lui convient mieux. Ouais. Parce qu'il a pas besoin de beaucoup de choses pour s'exprimer. Et en effet, le niveau international, quand on joue devant, moi je l'ai joué pendant 13 ans. Tu touches pas beaucoup de balles, parfois c'est dur mentalement, et lui, je trouve que là-dessus, il est quand même assez sang-froid, assez clinique dans ce qu'il fait, quoi. Est-ce que justement, sa force en équipe nationale, c'est pas qu'il a
il reçoit des balles dans le cercle et peut-être qu'Aubrac il doit plus participer au jeu, plus créer, donc il a moins ses occasions de briller entre guillemets sur 2 touches dans le cercle. Et je pense qu'Aubrac il est un peu plus dans la création aussi, donc moins dans le cercle, et c'est plutôt lui qui amène l'action plutôt que lui qui l'a fini. Peut-être que tu lui donnes moins d'avantages dans le cercle aussi. Peut-être. Et peut-être qu'il est sûr, peut-être qu'il est sûr aussi, entre guillemets, je dis sûr entre guillemets, d'être sélectionné. Ouais. Donc peut-être qu'il joue plus libéré. C'est Aussi. probablement un point qui a son intérêt, mon cher PDM. Nels, ton flop? Je vais un peu copier PDM, mais je pense que la première mi-temps était vraiment pas top. Est-ce que si on doit sortir un flop, allez, on va se mouiller un peu. Hugo Labouchère, aujourd'hui, j'ai été malheureusement un peu déçu. Je trouve qu'il a fait une très bonne saison à Loré. On l'a un peu moins vu sur ce bloc de Pro League. Il a mis un beau PC jeudi, si je dis pas de bêtises. Mais je trouve qu'on l'a un peu moins vu. Il avait mieux presté, je trouve, sur les Pro League précédentes. Donc voilà, moi, Un des joueurs qui est un petit peu en balance pour la sélection, justement. Et je pense que que ça joue dans la tête, la là, ça pression. joue probablement. Ouais, mais pour revenir là-dessus, je trouve que c'est quand même important en tant que joueur à ce moment-là de Jouer trouver son espace et de progression. Il joue pas à sa place non plus. Hein. Voilà, bon, est-ce que son profil match bien les Red Lions aujourd'hui? Je pense aujourd'hui que non. Mais je suis certain qu'il a une masse de travail devant lui et c'est un grand travailleur, donc il fera ce qu'il faut. Mais je crois que c'est important aussi de fitter un peu le hockey international et je trouve que il y a du boulot, il y a du pain sur la planche, mais voilà, il doit pouvoir un peu se recycler et trouver des axes où il peut. Son transfert à Pinoquet est peut-être une bonne chose. Par exemple. Ouais. Déjà, et pour revenir au match, il y a une action, on regarde Cause, où il est sur le côté, il essaie de rentrer dans l'axe entre 3 joueurs et il perd la balle. Et je pense que juste après, ou 1 ou 2 minutes après, ça fait PC Goal. voilà. Pas le goal annulé par la vidéo. Ouais, ça donne une occasion en tout cas Ouais, aux non, c'est Espagnols. Mais donc c'est des trucs, sûrement, à mon avis, que ça, justement, les coachs, il n'a pas. Ouais. Enfin voilà. Ouais, c'est des petites choses que le coach regarde qui sont méga importantes. Lucien en parlera aussi mieux que moi, surtout quand tu joues derrière. Voilà, t'as pas le droit beaucoup à l'erreur parce que c'est souvent un PC ou un ça goal dans paye le cash, dos. quoi. Ouais. C'est ça le problème, entre guillemets. On en reparlait avec Favard où il faut avoir de l'expérience et beaucoup de matchs dans les jambes pour bien avoir sa place, entre guillemets. Mais pour revenir pour Tommy et Labouchère, en effet, en club, ils jouent plus central où tu as beaucoup plus d'espace, où tu as beaucoup plus de temps pour faire ce que tu veux. Et tandis qu'ici, en équipe nationale, les backs d'elle, on les voit pas forcément. Donc c'est aussi, ils n'ont pas un système de jeu qui va par les backs d'elle. Donc c'est aussi peut-être pour ça qu'on les voit moins. Non, c'est clair. Ouais, Après, puis- je pense qu'Hugo est encore jeune aussi. Il a encore le temps de. 2004, ouais. Ouais, il a encore le temps après la Coupe du Monde, après les JO. Je pense que c'est aussi un joueur qui aura sa place et son mot à dire pour l'équipe nationale. Un petit peu le remplaçant Ouais, numérique et d'idée d'Hendrix. Voilà, on m'a rappelé, c'est vrai que Nels il parle de temps, mais c'est vrai que chez nous, à l'équipe nationale, chez les Red Lions, on parlait souvent d'1 an et demi, 2 ans pour se mettre dans le truc. Voilà, je sais pas. Il est dedans. Je pense qu'on est un peu dans ce truc-là aussi. Et voilà, chez les Red Panthers, ça va parfois un peu plus vite si tu as un énorme talent comme Famke ou Agathe Favard. Mais c'est vrai que voilà, chacun doit prendre son temps. Mais bon, de manière générale, c'est vrai que c'est on compte toujours 1 an et demi, 2 ans, quoi. Généralement, chez les Panthers, moi je suis arrivée à 18 ans, Agathe au final arrive aussi à 18 ans. On arrive toutes, dès notre première année 21, entre guillemets, on est pioché dans l'équipe pour intégrer le groupe et on a beaucoup plus facilement des matchs aussi. Donc c'est ça qui change beaucoup, quoi. Est-ce que c'est pas aussi parce que. Enfin, je pense que. Ambre en a parlé il y a pas longtemps. Est-ce qu'elles n'ont pas moins de temps aussi pour leur carrière sur la longueur? Sans doute, ça restera un éternel débat. Moi, personnellement, à 25 ans, il y en a qui vont jusqu'à 28, 30. Mais moi, je trouve que c'est déjà. Enfin, moi, j'ai envie de faire autre chose de ma vie que du hockey. Mais je pense aussi une différence de mentalité que moi j'ai. Ouais, c'est un peu différent, quoi. Tom a quoi, 34? Tom, il va avoir 36. 36. Donc, Il a c'est quand 36, sorry. Donc c'est quand même un énorme. Enfin, il y a quand même 6 ans de différence Ouais. entre une. Mais bon, pas Tom, fin de carrière, mais Tom c'est une machine de exception, guerre. c'est clair. depuis Ah non, 14 c'est ans, ouais, donc, non, c'est le sûr. gars, C'est sûr, Oui, mais je pense non, que c'est pas le d'office. seul qui. C'est une exception. Voilà. John a aussi joué assez tard. Je pense que. Ouais, mais je pense pas qu'il y a de règles exactes par rapport à tout ça. Non, aussi. c'est clair. Et je pense que c'est pareil dans tous les sports. Mais est-ce qu'un homme n'a pas 4 ou 5 saisons de plus pour jouer en équipe nationale que peut-être une joueuse? Probablement. Sans doute.
Eh bien, voilà, ça conclut notre joli débat du jour. Je vais quand même donner mon petit flop et mon petit top. Hein. Rapidement, monsieur. Tout le monde s'en fout de ma vie parce que je connais parce que je connais rien au hockey. Je vais peut-être en surprendre un plus d'un, mais en tout cas, c'est sur la première mi-temps que ça m'a frappé. C'est Victor Roigné que je mettrais en flop. Il a perdu 3-4 balles qui sont pas dans son habitude, ces petits revers un petit peu accrochés sur le terrain, même si Vic fait un énorme travail de l'ombre, il replace tout le monde et on peut toujours compter sur lui pour ses efforts physiques. Parfois, quand on a une petite note de moyenne, ça carte, voilà, il y a un petit peu à boire et à manger pour lui. Et en top, je voulais de base mettre Stockbrooks, mais comme on l'a déjà entendu pas mal, je vais mettre l'homme du match qui a été choisi par la FIH. Arnaud Van Dessel, qui est quand même bien installé aussi dans cette équipe des Lions et qui, pour moi, sera l'un des futurs patrons de cette équipe. Et je trouve que depuis qu'il est parti aux Pays-Bas, il a quand même encore pris un step supplémentaire. Donc voilà, on peut... Qui décide de ces votes Je pense que c'est les coachs, non ? Non, à mon avis, ça doit être un panel de... un responsable FIH qui est là. Je pense aussi parce que c'est assez rapide après le match. Je pense qu'il n'y a même pas le temps d'arriver jusqu'au coach. Mais bon, pour revenir sur Van Dessel aussi, je trouve que c'est un bon point. Comme j'en parlais à PDM, physiquement, c'est le plus fort, je pense, des Lions, parce que c'est un gars qui est très léger, qui fait beaucoup d'allers-retours, un peu comme Vic faisait, je dirais, il y a 5-6 ans, où c'était vraiment le numéro 1. Mais maintenant, le numéro 1, je crois que c'est Van Dessel dans ce genre de course. Ouais. Et si on joue la France au premier match ou en Coupe du Monde, les autres matchs, je pense que s'il fait très chaud, c'est le genre de profil qui va faire énormément de bien, en tout cas à l'équipe, parce que c'est vrai qu'il ne compte pas les mettre, quoi. En tout cas, merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous abonner sur Insta, sur Spotify, sur YouTube. Si ça vous intéresse du côté sponsoring, venez chez Tanguy Cousins pour avoir les plus grandes informations. Merci à notre cher Loïc, le technicien du jour, sans qui on n'aurait pu rien faire. Vous le connaissez évidemment si vous nous suivez sur BX1, l'homme à la plus belle chevelure de Belgique. On est tous d'accord là-dessus. Avec une chaleur comme ça, il n'y a pas un cheveu qui a frisé. Et ça, c'est magnifique. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Merci à tous d'avoir participé au cercle. Et on se retrouve très rapidement. Tanguy Cousins, il faudra le suivre sur les réseaux pour savoir quand il y aura bientôt un podcast, le cercle évidemment. Abonnez-vous et bientôt aux 1000 abonnés. C'est ça, PDM ? On y est presque. D'ailleurs, PDM, il faudrait que tu nous aides là-dessus. Ouais, je m'en occupe. Un petit cadeau pour le millième. Ah ouais. Un maillot PDM. Attention à la course. Un maillot PDM à gagner. C'est beau ça. Un maillot de Verviers pour 1000 followers, un maillot du cause et le PDM à gagner. Allez, let's go. Okay. Allez, c'est parti. Merci de nous avoir suivis en tout cas et on se retrouve très rapidement dans le cercle. À la prochaine. Ciao, ciao.